Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Fabien vient de perdre son mojo. Fabien, ça va? T'as la pêche, t'as la patate? Mais oui, ça va. Nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va? Oui. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui te hante, Fabien. Un thème incroyable avec lequel tu es venu dans ta sacoche. Il s'agit d'un thème sur la mystique et le mystique. Le mystique, je te laisserai t'en occuper. D'accord, on va voir le mot mystique en fait. En fait, ça vient d'un podcast dans lequel je disais que il ne faut pas laisser la transcendance aux religieux. Ouais. C'est-à-dire que... Ou le sou à Picsou aussi. Ouais, alors, référence à Mystique, hein, la méchante Voilà. de Picsou. Voilà. Oui, je suis là. Donc, alors en fait, la dynamique de ce podcast, c'est que pour essayer que ce soit pas trop abstrait, on vous a planqué deux, trois jeux de mots bien pourris tout du Il long. faudra les trouver. Et quelques références du même genre. Bien Voilà. pour Rav. Non, il Donc- ne faut pas laisser la transcendance aux religieux, c'est-à-dire que c'est très bien que la modernité, tout ça, se débarrasse peu à peu des reliquats de religion, et Dieu sait que pourtant elles reviennent sous d'autres formes, hein, sous des formes scientifiques, consumatoires, enfin bon, tout ce que tu veux. Consumériste, peut-être plutôt que consumatoire, c'est un peu bizarre. Ça me fait penser à ma remarque, si elle pouvait se consumer, ce serait une très bonne chose. Oui, c'est ça. Nous sommes disponibles pour vos bar mitzvahs. Bon, bah, Attends, on a déjà un Baptême, sujet chiant, si en plus on a des blagues nulles. Donc, ne pas laisser la transcendance aux religieux. c'est-à-dire que quand tu lis, enfin, il y a des gens qui proposent de penser les religions comme ça, c'est-à-dire qu'il y a au départ des gens qu'on appelle des gens qui ont des expériences mystiques, justement, qui sont des expériences donc transcendantes, dans lesquelles on a la sensation en tout cas de toucher à des choses qui nous dépassent. Et donc ces gens mystiques essayent ensuite de transmettre ces expériences, d'en parler, alors que justement une de leurs propriétés c'est d'être indicible, ineffable, de ne pas pouvoir en parler. Et puis, peu à peu, ces gens réunissent des disciples autour d'eux. Alors, ça peut virer à la secte, et ça peut aussi virer à leur religion organisée. Puis, il y a une institution qui se met en place, on va appeler ça une église au sens large, et cette église... Donc, elle est là pour perpétuer des rites, s'assurer en principe que l'expérience mystique puisse se renouveler pour d'autres personnes. Alors moi, j'ai un autre problème avec ce qui se passe plutôt actuellement avec le fait qu'il y ait le rejet des religions, etc. C'est que justement, ce dont tu parles, quand tu as une expérience mystique, tu as tendance en fait à la nier en te disant que juste t'es mal réveillé ou que c'est quelque chose d'un peu étrange, ou alors à la justifier par un accru abondant d'hormones dans ton cerveau au moment où ça t'est arrivé, et à ne pas... du coup, À chercher une explication rationnelle. Finalement. l'intégralité de la réalité est passée sous un cadre scientiste, et j'insiste sur le principe scientiste parce que moi j'ai aucun problème, j'ai pas le problème du tout avec les scientifiques. Plus avec les scientistes, et du coup je trouve que moi ça me pose un réel problème qu'on n'ait plus le droit à aucune transcendance de ce type-là, parce que ce serait presque mal vu, ou que ça amène non mais en fait t'es un peu obscurantiste là, ou t'es un peu religieux. Ouais, Fabien. En fait la difficulté, ça c'est un autre truc dont il faut qu'on parle dans le podcast aussi, c'est comment approcher les phénomènes religieux justement sans ni être dans une vision réductionniste que tu appelles scientiste, ou en tout cas d'évaluante, parce qu'après tout... Est-ce qu'on pourrait parler de phénomène spirituel plutôt? Alors attends, est-ce que la religion... J'aimerais terminer mes phrases Donc, il faudrait arriver à trouver un équilibre entre une vision réductionniste ou d'évaluante, donc tu disais scientiste, c'est-à-dire que moi j'ai aucun problème à dire que justement il n'y a pas de réalité supérieure, je me pense profondément athée, et pourtant je pense que, je sais même que les expériences mystiques existent, et qu'on n'a pas besoin d'une religion autour pour les explorer et en bénéficier. Pour autant, il faut aussi rejeter toute forme de sacralisation irrationnelle, que ce soit de vouloir absolument la placer dans un cadre religieux. Le cadre religieux peut aider, ou bien dans un cadre
avant le podcast, là, tu parlais de hippies qui parlaient de karma et de Moi, trucs. Je parlais de Nanarland. Qu'est-ce que c'est le karma? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un équilibre. Alors, est-ce qu'on peut commencer peut-être par définir ce que c'est que la mystique, le mystique, qu'est-ce que c'est qu'une expérience mystique? Alors, peut-être faire un petit tour de table. Donc, Fabien, toi, tu as déjà défini ce que tu entendais par expérience mystique, une chose qui nous dépasse, une chose indicible, ineffable, pardon. Une expérience une expérience qui nous arrive et qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment. Il y a des gens qui ont parlé de. À verbaliser. Ouais, il y a des gens qui ont parlé d'expérience océanique. C'est oui, parce que un type qui avait écrit... plongeurs notamment qui ressentent ça au fin fond de oui, l'océan. enfin, là en l'occurrence c'est un type qui écrivait à Freud, donc à un moment où la plongée n'existait pas, mais qui disait, son nom m'échappe maintenant, et qui disait que voilà, il avait des moments où il sentait ce sentiment de toucher à l'universel, de toucher à quelque chose qui le dépasse de partout. Et donc voilà. C'est bien pour ça que, en fait, la mystique est à l'origine de religion et pas le contraire, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des expériences, et à nouveau, j'insiste, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire. La religion tente à cadrer peut-être les expériences mystiques. Voilà. Ou à... Et alors, le problème, c'est qu'il y a souvent une dynamique un peu d'institutionnalisation qui fait qu'au moment où la religion devient un outil politique de contrôle on va le dire carrément, de contrôle des masses, les expériences mystiques finissent par être pourchassées. Par exemple, si tu penses à l'Inquisition et les Cathares, les Cathares, c'est des gens qui revenaient à une certaine vision du christianisme, une vision qu'ils estimaient être plus pure, débarrassée de Rome, etc., etc. Avec des gens qu'on appelle les parfaits, qui sont des gens qui se dédient complètement à Dieu. Moi, je suis pas cathare et pourtant, je peux me considérer dans les parfaits. Hein. Ok. Il ne faut pas confondre les cathares et les cathos. Et alors même que l'Inquisition, et alors même que les cathares se voulaient plus proches, particulièrement chrétiens, l'Inquisition les attaque et s'en débarrasse parce qu'ils menacent l'institution de l'Église. Ce qui est intéressant, c'est le cas de beaucoup d'hérétiques. La différence entre un hérétique et un mystique, c'est juste que, en général, le mystique, il arrive à rentrer dans les cadres de l'institution, voire à la valider. Fly, qu'est-ce que c'est pour toi une expérience mystique? Pour finir le tour de table. Faut que je réfléchisse. Si tu veux, je peux répondre avant. Non, je vais synthétiser au fur et à mesure. De toute façon, les gens ont l'habitude que je réfléchisse au fur et à mesure. La mystique, c'est un sens général. Attends, on va revenir là-dessus après, Fabien. Sur la mystique et le mystique. C'est ça. On va revenir après. On fait un petit tour de table pour dire d'abord ce qu'on pense des expériences mystiques. Et sinon, le problème, c'est que le podcast, il sera fini dans 4 minutes. Fabien, tu vas présenter ton plan et il sera terminé. Il faut qu'on entende les autres aussi parler. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience mystique pour moi, une expérience mystique, ça peut avoir plusieurs aspects. Dans le principe, l'expérience mystique, c'est qu'à un moment, on a l'impression d'avoir une sorte de grande conscience de quelque chose. Je dis pas de quoi parce que ça dépend selon les expériences. Et qu'on n'arrive pas à expliquer ce dont on a eu véritablement conscience. Et que ça nous ouvre un chemin de pensée, mais on ne sait pas toujours comment l'arpenter. Et je suis allée chercher un livre tout à l'heure qui s'appelle « Les intelligences multiples » de Howard Gardner, qui est un livre très très intéressant, alors qui n'a rien à voir a priori sur ce sujet-là. Howard Gardner, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur les différentes intelligences auxquelles on pouvait avoir accès pour établir son intelligence à soi. Et il a découvert en fait qu'il y avait une sorte d'intelligence alors il a mis le doigt dessus, il appelle pour l'instant, il dit qu'il y a 8 intelligences et demie, donc pour l'instant c'est sa demi-intelligence sur laquelle il a mis le doigt, qui est l'intelligence spirituelle, et qui est ce type d'intelligence qui permet en fait de pouvoir guider ou d'être guidé plus facilement vers ce genre d'expérience. Il cite notamment les chamans, certains prêtres ou les gens qui ont une intelligence spirituelle. Il y a des gens qui n'ont pas peur en fait d'aller vers ce genre d'expérience et qui au contraire essayent d'y aller le plus en plus possible et qui ont une sorte d'intelligence pour y avoir accès. Ouais, et alors ce que dit Flavie me fait dire un truc qui est important et qui explique pourquoi on parle de mystique sur la cellule, c'est que en fait quand on cherche, je crois que la mystique
est un sujet qui est très 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 vaste, qui touche à énormément d'activités, qui touche à la poésie aussi. C'est-à-dire que quand tu lis, il y a beaucoup de poètes qui en fait se mettent à écrire de la poésie parce qu'ils essayent de cerner une expérience, mettons une expérience paroxystique, une expérience extrême. Hein. Je dis paroxystique parce que c'est comme ça que les psychologues en parlent, et que ça touche aussi le jeu de rôle. Elle a dit une grande conscience, Flavie. Ça veut dire quoi, une grande conscience? Elle a dit, dans sa définition de l'expérience, elle a dit grande conscience de quelque chose. Mais elle a ajouté, elle a pris, tu vois, elle a pas dit elle a parlé aussi de quelque chose de vaste, de quelque chose de très très grand. Comme si on avait le sentiment d'un coup de comprendre quelque chose d'immense. Quand tu parles de sentiments océaniques au début du podcast, c'est la même chose. Alors, tu dis que dans le jeu de rôle, il y a des jeux. Après. Tu voudrais en parler après, d'accord. On viendra après sur le jeu de rôle. En tout cas, tu penses que la mystique, c'est quelque chose qui traverse énormément d'activités humaines. Ouais. Mais nous, on a des potes. Et Gardner, en fait, quand il en parle, il lie ça à l'expérience symbolique, en fait, de l'être humain. En fait, pour Gardner, cette expérience, l'intelligence spirituelle, va de pair avec le fait de comprendre. En fait, l'être humain est quelqu'un qui est un animal qui a accès à énormément de pensées symboliques, ne serait-ce que par exemple la lecture. Et ceux qui ont cette intelligence spirituelle dont parle Gardner, tout le monde a cette intelligence spirituelle. C'est juste que certains l'ont plus investie que d'autres. Enfin, il l'appelle l'intelligence spirituelle à défaut d'autres choses. Parce que pour l'instant, il est encore en train de rechercher ce que c'est. C'est un sujet en cours pour Gardner. Ouais. Il est en train d'essayer de définir le cadre de l'intelligence spirituelle. Et en fait, pour lui, c'est vraiment quand on a accès aussi d'un seul coup à une pensée ou à quelque chose de symbolique. Tu vois, on en arrive très large grand, en fait. Quelque chose d'immense, quelque chose de large. Tout à l'heure, tu disais quelque chose qui nous dépasse. En fait, ce qui est vu comme ça revient dans ce qui est difficile, c'est que quand on parle de mystique, quand on lit aussi, je m'appuie surtout sur un super bouquin de philo qui s'appelle La mystique sauvage de Michel Hulin, qui est très très bien, qui est très facile à lire en plus, où il fait un peu une espèce de phénoménologie de la mystique. C'est-à-dire, il dit qu'est-ce qui est universel à toutes les expériences mystiques, sur quoi on n'a pas besoin de croire en quoi que ce soit pour s'intéresser à la mystique. Et je me suis permis de citer Gardner parce que justement c'est quelqu'un qui fait ça dans le cadre de la sociologie, c'est un sociologue. D'accord. Et qui lui fait ça dans un cadre complètement... Enfin, il parle pas du tout de religion, d'ailleurs ça l'intéresse pas. Et s'il a fini par... parce qu'il n'y avait jamais pensé au début, ça fait 10 ans qu'il travaille sur cette intelligence spirituelle, il n'avait pas du tout déterminé ça dans le cadre des intelligences avant. C'est juste qu'à force, il se rend compte qu'il cherche des intelligences universelles lui aussi. Quelque chose qu'il peut retrouver quel que soit le cadre culturel. Ouais. Et du coup, il a fini par se rendre compte que quel que soit le cadre culturel, il y avait quand même un moment où il y a des gens qui essayent de rechercher ce genre d'expérience et de les transmettre aux autres. Peut parler. J'ai beaucoup de choses à dire. Non, mais en fait, le truc, c'est est-ce que tu changes de passage ou pas? Parce que. Non, moi, c'était pour. Par rapport à la mystique qui transcende tout, je voulais juste aller abonder dans ton sens en disant qu'on a des potes qui travaillent en biologie à l'heure actuelle et qui éprouvent ce genre de choses en observant juste le vivant. C'est-à-dire qu'en faisant de la dissection, de la vivisection, et qui observent ça et qui se disent mais d'où vient la vie, etc. Et qui font des véritables expériences mystiques en observant. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que la mystique n'est pas le propre du farfelu, du délirant, du hippie coolos. C'est ce que je voulais dire un peu. C'est-à-dire, ce qui est vraiment difficile avec la mystique, c'est que les gens qui en parlent ont toujours du mal. Des casseroles. Comme l'alchimie. On en parlait avec Morgane l'autre jour dans le podcast de l'alchimie qu'on a enregistré il y a plusieurs mois. On disait, l'alchimie, c'est pareil. C'est un domaine qui se trimballe en fait tellement de casseroles que c'est difficile de ne pas passer pour un tocard. C'est compliqué, justement. Bon, alors, on y va. Restons sur la mystique. La difficulté de la mystique, c'est que justement, ces expériences sont difficiles à expliquer. Quand tu lis les gens qui en parlent, il y a évidemment des éléments qui reviennent tout le temps, des éléments de joie, de grand plaisir, de toucher à quelque chose qui le dépasse de partout. Mais c'est pas quelque chose qui est, comment dire, facilement observable scientifiquement. En plus, parce que c'est des expériences qui arrivent deux fois dans une vie, 2-3 fois dans une vie, quoi. C'est déjà, ça arrive une fois dans la vie, c'est bien. Et oh merde. Moi, dans mes expériences mystiques, j'en fais régulièrement. Enfin, c'est pas 2 fois dans la vie, c'est 2 fois par jour. Tant mieux. Ça me bizarre, mais c'est bon. Et donc, la difficulté, c'est justement d'arriver à en parler sans cadre religieux, sans cadre farfelu, comme ce que tu disais. Et justement, ce dont je voulais. Ça s'appelle les zinzins.
D'accord. Ce dont je voulais parler, c'est qu'il y a énormément justement d'approches qui cherchent à comprendre la mystique dans son propre langage. C'est-à-dire, ni à la réduire, déjà admettre qu'elle existe. Il y a par exemple des gens qui font des expériences sur des expériences d'expériences mystiques induites en donnant de la psilocybine, qui est une drogue. Il y a des les gens qui connaissent le psylo, le champignon hallucinogène, voilà, c'est ça vient de là. Et donc aux États-Unis, en Californie, qui se sont remis à travailler là-dessus parce qu'ils n'avaient pas le droit pendant longtemps de travailler sur les drogues, qui se sont mis à travailler sur des questions comme la psilocybine. Et puis il y a aussi une approche, donc sans s'intéresser spécifiquement à ce qui se passe dans le cerveau, une approche plus large de ce que peut être la mystique. Alors évidemment, les premiers à s'être interrogés sur l'effet des drogues dans les expériences mystiques, c'était des Américains, comme l'universitaire Timothy Leary, par exemple, qui est un des grands spécialistes, qui était un des grands farfelus de la question. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Las Vegas Parano, qui parle un petit peu justement de la drogue culture aux États-Unis et qui aborde le sujet d'une manière un peu fun, même si quand on analyse le récit, c'est quand même assez tragique. Et qui explique justement que ça a engendré toute une espèce de génération de tarés, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Timothy Leary, il avait l'aval, c'était un universitaire. Donc il avait cet aspect très sérieux de l'universitaire, et en fait c'était juste un mec qui avait fait une expérience mystique sous drogue et qui pensait pouvoir montrer que on pouvait, à l'aide de la drogue, augmenter son niveau de conscience. Mais je veux dire, et donc ça a créé tout le phénomène de drogue culture et tout ça. Et je voudrais remonter à Timothy Leary parce que c'est très intéressant, parce que c'est aussi un exemple, pas d'imposture intellectuelle, mais c'est une immense arnaque cette affaire en fait. C'est juste le fait que un universitaire à un moment donné ait fait cette expérience là, le fait qu'il ait eu cette aura d'universitaire a fait qu'après ça a créé toute une génération de gens malheureusement perdus, parce qu'en fait la drogue ça amène à des drames et pas à l'augmentation forcément de la conscience. Et le film Las Vegas Parano pour ça est assez parlant, je trouve. Voilà. Fly, tu voulais intervenir? Oui, je suis désolée, je vais un peu tourner autour de Gardner au début, mais parce que c'est quelqu'un. Enfin, ça me fait plaisir de voir quelqu'un d'universitaire, mais avec un vrai projet je vais pas dire scientifique, mais un truc vraiment il fait bien des mis observations pour attention, Gardner pour trouver ses intelligences, il s'appuie sur des observations, il a une méthode bien prise. Il s'appuie sur une méthode bien précise pour trouver ce genre d'intelligence. En fait, l'intelligence spirituelle, c'est comme ça qu'il l'appelait au début, qu'il a fini par appeler pour l'instant intelligence existentielle. Et il explique que s'il a essayé de s'y consacrer, c'est parce qu'il en avait ras-le-bol que du coup les sciences cognitives et biologiques dédaignent ces questions de nature spirituelle, et que du coup on les abandonnait à partir de là aux croyances et aux charlatans. Et que du coup lui, ce qu'il désire, c'est que le cadre plus scientifique ou plus carré en fait de la sociologie ou des sciences cognitives s'y réintéresse pour pouvoir les expliquer, parce que ce sont des choses qui existent, mais qu'au final, on a dédaigné. Et au final, il y a des gens comme Raël qui en parlent, et les gens qui cherchent des réponses, et quand on tape ce genre de choses sur le net, on tombe rapidement sur des connards, quoi. Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que les expériences mystiques, ça n'arrive pas que... Donc ça arrive à tout le monde, qu'on soit athée, croyant ou tout ce qu'on veut, ça arrive à tout le monde. Et évidemment, ça n'arrive pas qu'avec la drogue. Donc je repense à Michel Hulin. Michel Hulin dit aussi, il distingue d'autres moments où on voit des gens qui sont qui ont des expériences mystiques. Les moments de solitude, les moments de convalescence, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans un lit et qui en fait regarde en permanence le même arbre dans le jardin, donc une espèce de méditation forcée entre... Il va y avoir les malades, notamment les atteints du cancer aussi, si on en croit X-Files. En tout cas, le fait de devoir être immobile et de ça va au-delà. Le fait d'approcher de la mort, en fait, et le fait d'avoir la mort en ligne de mire. En fait, ce que disent la plupart des femmes, par exemple, qui ont eu le cancer du sein, ou des gens qui ont été atteints d'un cancer et qui ensuite ont effectué des rémissions, c'est qu'ils ont été tellement proches de la mort qu'ils s'aperçoivent de la futilité des activités humaines mises en place pour justement oublier le fait qu'ils vont mourir. Et donc, lorsqu'ils retournent à la vie normale,
ils ont finalement, comme ils sont tellement approchés de la mort et donc de l'essence de la vie, parce que plus on approche de la mort, plus on comprend que la vie est importante, qu'ils ont du mal à comprendre la futilité en fait des gens qui les entourent. Alors, je ne saurais pas citer de source de ces études et c'est des psychologues qui ont établi ça. J'en ai entendu parler dans C'est dans l'air, très honnêtement, mais je ne me souviens plus, je ne peux pas citer de source précise sur ces sujets. À l'occasion justement de cette ministre, tu te souviens, on a une ministre qui a eu récemment, ou un secrétaire d'État, je ne sais plus, qui avait eu un cancer du sein sous François Hollande là, et qui ne l'a pas dit en fait. Et du coup, ça a fait un buzz et C'est dans l'air avait consacré une émission à cela. De toute façon, je vous rassure, actuellement avec Internet, tout fait un buzz, même quand ils vont au chiottes. Ouais, enfin bon, voilà. Là, c'était intéressant parce que justement, ça montrait que les gens qui sont atteints du cancer, finalement, ce qui se passe, c'est que les expériences qu'ils font sont authentiques dans la mesure où ils se sont tellement approchés de la mort qu'ils ont dû s'interroger vraiment sur ce qu'ils attendaient de la vie. Alors que la plupart des gens vivants, c'est un peu comme les fumeurs qui s'en foutent, ils s'en foutent, c'est loin, ils vont mourir, mais ils s'en foutent, tu vois. Donc, et puis, quand ils ont le cancer du poumon, ils réalisent que non, en fait, la vie c'est important, la vie c'est précieux, voilà. Et effectivement, ouais. Je te laisse poursuivre. Je pense qu'une part de la disponibilité, mettons, aux expériences mystiques, c'est la capacité à justement, à un moment, ne pas penser à l'immédiat, ne pas penser nécessairement à ces problèmes d'ego, ne pas penser aux tâches immédiates qui viennent. Alors évidemment, l'expérience mystique, c'est pas quelque chose qui est bon en permanence, parce que si on est en permanence en train de ressentir l'universel et arriver à toucher, je pense que déjà on est déréalisé. Ouais, ça touche à la schizophrénie là, parce que et puis en plus, tu penses plus à toi-même, à te nourrir. Cela dit, un truc qui est vachement intéressant, et ça c'est quelque chose que dit Michel Hulin, mais aussi un autre type auquel j'ai fait précédemment référence, qui est Abraham Maslow, qui est la pyramide des besoins de Maslow, on en a parlé un temps sur la série. Alors justement, la pyramide des besoins de Maslow, elle est très très mal enseignée, mais parce que Maslow justement s'intéresse à ce qu'il appelle opine de chef, s'intéresse aux expériences paroxystiques, et il a fondé tout un courant de la psychologie qu'on appelle la psychologie humaniste, c'est-à-dire comment créer une psychologie qui s'intéresse au bonheur de l'être humain. Et ce que lui dit, mais ce que dit aussi Michel Hulin, c'est que toutes les personnes qui ont vécu des expériences paroxystiques, des expériences mystiques, sont après beaucoup plus heureux. Qu'en fait, ils arrivent à dépasser leur névrose, à tel point que Abraham Maslow formule l'idée que les expériences mystiques, ce serait, d'un point de vue biologique, ce serait une manière pour le cerveau de se débarrasser de ses névroses, donc de ses inquiétudes, de ses colères rentrées. C'est la question que j'allais te poser. À ton avis, si on l'aborde du point de vue de la sélection naturelle, j'aime toujours, moi, quand on parle de ce genre de choses, et dès qu'il s'agit d'étudier rigoureusement une notion qui me semble farfelue ou appartenir aux zinzins, de manière physicaliste, mettons. Voilà, on va dire. Parce que moi, j'aime bien m'interroger sur la sélection naturelle. Moi, je crois à fond en Darwin et en ses découvertes, et voilà. Et à quoi peut bien servir l'expérience mystique dans le cadre de la sélection naturelle? Pourquoi les humains qui font des expériences mystiques, en quoi l'expérience mystique peut être un caractère adapté dans le monde? T'as une idée dans la nature, pardon. Je suis très méfiant sur ce genre de démarche, parce que autant, je pense que la théorie de l'évolution est une théorie scientifique très solide, autant les interprétations qu'on en donne, parfois il y a vraiment tout et souvent n'importe quoi, tu vois, du genre, je sais pas, des types qui t'expliquent que les femmes leur cerveau est transformé pour être plus proche de. Alors, ce qui n'est pas vrai en fait. En réalité, c'est un truc qui est appris sociologiquement. Donc, enfin, voilà. Juste pour mettre une mise en garde avant. Je comprends. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'évolution de la sélection. Et qui en parlent simplement pour valider leur propre croyance, leur propre sexisme, racisme, tout ce que tu veux. Ouais. Je pense que s'il doit y avoir une utilité à l'expérience mystique, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est souvent les personnes qui reviennent d'une expérience mystique. Donc c'est pour toi, c'est la santé mentale finalement. C'est pour recouvrer ces points de santé mentale. À tel point que quelqu'un comme Jung,
ça on en reparlera peut-être, Jung sous-entend très souvent que l'expérience mystique, c'est un aboutissement de la psychothérapie. D'accord. Donc que c'est le moment où il dit à un moment, personne ne peut être guéri qui n'ait retrouvé une attitude face aux religieux. D'accord. Je vais me tourner vers Fanny parce que je crois que je vois pas quand elle demande la parole. Il faudra en discuter, mais... Pour moi, l'expérience mystique, il y a deux choses qui vont de pair ensemble, en fait. Je pense que l'expérience mystique ne peut aller qu'avec un moment de profonde conscience de son corps, en fait. D'accord. Je suis désolée, je reparle des 8 intelligences, mais je suis à fond dedans en ce moment. Donc, du coup, pour moi, ça irait vraiment avec une grande intelligence kinesthésique qui arriverait d'un seul coup, où on aurait intelligence kinesthésique, intelligence de son corps, contrôle de son corps, qui généralement, on a une quand par exemple, tu parlais de ceux qui ont du cancer, où on se rend compte en fait de son corps, mais d'une façon très profonde et qui va de pair avec un abandon. Et qui, du coup, nous permet d'avoir accès peut-être à des choses qu'on ne ressent pas habituellement. Et de ce fait, il est tout à fait possible d'avoir une grande expérience mystique parce qu'on pourrait avoir accès à ce moment-là à des sensations qu'on ne connaît pas habituellement, ce qui expliquerait pourquoi à ce moment-là, on a, par exemple, quand on regarde une œuvre d'art, on a accès à une grosse émotion et ça nous fait prendre conscience de quelque chose. Ouais, c'est des choses que l'œil voit, mais que le cerveau n'a plus l'habitude de traiter en tant qu'information. Par exemple, je prends l'art, mais ça peut être aussi l'émotion, une grande émotion qui nous apparaît. Il y a beaucoup d'expériences méditatives qui vont là-dedans aussi. Moi, par exemple, j'ai vécu, j'avais 16 ans, je crois, une grande expérience mystique comme ça en méditant. Où à un moment, en fait, j'ai eu un grand flash comme ça. Mais je pense que c'est tout simplement parce qu'en méditant, j'avais atteint un profond moment de calme, en fait, qui fait que on peut se consacrer à autre chose à un moment. Alors, ça peut être... Et donc, pour certains yogis, ça peut être... Tu parlais des deux aspects. L'abandon, le moment où tu peux lâcher prise, en ayant en même temps un grand sentiment de contrôle sur ton corps. Et ça colle vachement avec les études de Freud sur la manière dont fonctionne... Bah oui, parce que finalement... Freud, je hausse les sourcils parce que Freud, justement, était très très hostile à la pensée mystique. Non, mais je dis, il y a une adéquation entre ces théories et cette idée-là que lui a refusée parce qu'il ne voulait pas que la psychanalyse devienne justement une affaire de zinzin. Mais je pense qu'il y était. Mais je pense que dans l'intimité, il y était ouvert. Alors non, ça on sait parce que j'arrive pas à retrouver le nom du type avec lequel il avait échangé des. Romain Roland. Non, il me semble que c'est Romain Roland qui a écrit, qui a. Je me mélange un peu. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que Freud disait, moi l'expérience mystique, je ne sais pas ce que c'est. Ce à quoi Romain Roland lui répondait, c'est pas parce que les daltoniens existent que la couleur rouge n'existe pas. D'accord. Sous-entendu, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas accès, vous n'avez pas accès à l'expérience mystique que les expériences de transcendance n'existent pas. Mais c'est pas. Je pense que tout le monde peut avoir accès à une expérience mystique. Le truc, c'est que ça a tellement. Quand on pense expérience mystique, on pense à des mecs qui vont en Inde, qui se mettent en rang pour méditer, qui font oh mon Dieu, voilà. Oui. Beaucoup de gens ont ça en tête quand ils font l'expérience mystique. Ouais. C'est ça le stéréotype de l'expérience mystique. Alors qu'il y a beaucoup d'expériences mystiques qui peuvent avoir lieu dans votre salon en regardant un livre d'art ou en écoutant de la musique. Enfin, un truc qui est sûr, c'est que si l'expérience mystique, c'est la perception de son corps d'une manière différente et entière, enfin je sais pas comment dire. Mélangé avec quelque chose de rapport avec l'abandon. T'en as donné, voilà. Je comprends que par exemple, les moines Shaolin ou les gens qui font des arts martiaux en règle générale pour parler de l'Orient puissent effectivement être associés à cela parce que c'est des gens qui maîtrisent parfaitement justement la connaissance du corps, de l'anatomie, mais en fait, j'ai l'impression que la circulation de l'énergie à travers leur corps. J'ai l'impression que et ça, c'est pas des trucs de zinzin. Ce que nous enseigne, si tu veux, ce que nous enseignent toutes les traditions qui existent, traditions spirituelles, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voie unique vers l'expérience mystique. C'est-à-dire que ce que dit le zen, par exemple, dans le zen, le disciple va vers son maître et lui demande « Maître, que dois-je faire ?» et pour atteindre et il lui dit
tout. balaye, Pas tout, mais... balaye la cour pendant 50 ans. Et il y a des moines zen comme ça qui racontent que pendant 20 ans, ils s'occupent de leur jardin et ils ont une petite ferme qui leur permet de vivre. Hein. Ils ont un jardin, tout ça. Et puis un jour, le type, alors qu'il est en train de faire les mêmes choses, qu'il fait tout le temps, en train de laver la vaisselle, en essayant toujours d'être en pleine conscience, il tape, sa pioche tape sur une pierre. Il est en train de creuser son jardin. Et puis d'un seul coup, le son lui permet de complètement se dépasser, de dépasser toutes les structures ou les visions habituelles de bien et de mal qui l'occupent, de peur, d'ego, de tout ce que tu veux, et puis d'atteindre... C'est pour ça que je me posais la question de quel est l'intérêt de la mystique dans un cadre pour la vie, en fait. C'est pour ça que je te posais la question par rapport à la sélection naturelle. Je pense que ça... Alors moi, je peux peut-être te répondre avec mes propres mots. Je pense que, quelles que soient les personnes à qui on en parle, tout le monde s'est déjà posé la question de savoir d'où il vient, ou qui sommes-nous ? La question du sens. Pourquoi sommes-nous ici dans l'univers ? Et que quelque part, hein, quand on a accès à ça, on essaye de rationaliser ce qu'on a vécu en les reliant à ces questions-là. Est-ce que c'est pas le grand moteur ? Le focus imaginarius ? Alors, je crois pas. C'est simplement que si tu veux répondre de manière très très concrète, il y a pourquoi ça vaut la peine de chercher l'expérience mystique ? Parce qu'après les gens se sentent très bien. Et... qui sont beaucoup plus tournés vers les autres, qui savent beaucoup plus facilement aimer. Si vous êtes sujet à des angoisses, à de l'anxiété permanente, à tout ce que tu veux, l'expérience mystique est quelque chose qui te... Non, Fabien, je suis pas d'accord avec toi. Tu peux très bien atteindre l'expérience mystique en massacrant des milliers d'innocents, c'est ce que tu viens de dire. L'expérience mystique... Ce que j'ai pas dit, toutes les voies sont bonnes. J'ai dit, il n'y a pas de voie privilégiée. Ce qui est pas du tout la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu sublimes suffisamment une tâche, que tu es suffisamment ouvert pour tuer quelqu'un, il faut quand même arriver à dans un certain état mental qui, à mon avis, n'est pas propice. N'est pas de l'ordre de la mystique. N'est pas de l'ordre de la... Déjà, je pense que la mystique suppose de la solitude. Ce qui est vrai... Alors, tu peux pas être seul quand tu tues quelqu'un. Par notion, tu es déjà au minimum 2. Non, mais alors, une autre difficulté, c'est que la mystique demande un certain lâcher-prise. Si tu es en train de tuer quelqu'un... lâcher prise. Ce qui est vrai, en revanche, Rome, c'est que les gens qui parlent de ça disent que ça dépasse le bien et le mal. Moi, j'ai du mal à donner à la mystique un sens moral. Hein. Enfin, justement. Ça me pose problème. Oui, mais Michel Cazenave, qui est un spécialiste de Jung, il y a un super podcast, je mettrai le lien dans les commentaires, dit il y a une différence entre être avant la raison et après la raison. C'est la même chose. Il y a une différence entre être avant la morale et être après la morale. Les gens qui ont une expérience mystique, en général, se disent après la raison, après la morale. Ça ne veut pas dire qu'ils l'oublient. Ça ne veut pas dire que ça devient quelque chose dont ils se débarrassent. Mais plutôt qu'ils arrivent à voir par-delà des grandes catégories de pensées qui sont imprimées dans notre pensée et dans notre cerveau. Par-delà la morale au sens de dogme établi par une société humaine donnée pour contrôler cette même société. Peut-être. Mais par contre, c'est une expérience éthique et esthétique suprême, l'expérience mystique, en ce sens. Je réfute la morale et l'éthique. Je réfute le principe éthique. C'est un moment esthétique, je pense. Alors, mais pas éthique. Je pense que c'est la même chose. Il y a des gens qui disent qu'ils éprouvent beaucoup d'amour. Donc, ce qu'il y a, c'est que... Oui, il y a des gens. Maintenant, je pense aussi qu'il y a... Enfin, moi, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais vécu ce que j'appellerais une expérience mystique. Je suis sûre qu'en fait, c'est pas vrai. Je pense que les gens qui vivent vraiment une grosse expérience mystique, c'est pas de l'amour ni quoi que ce soit. Ils réfléchissent ensuite à ce qu'ils ont vécu en leur donnant leurs propres mots. Mais que c'est pas tout à fait ça, en fait, qu'ils vivent. En tout cas, à nouveau, je reviens à Michel Hulin, quand il réunit ces témoignages des gens qui ont eu des expériences mystiques, il dit qu'il y a beaucoup de gens qui, après, se sentent une grande compassion, un grand amour envers les autres. Par exemple, mais c'est parce qu'il n'a pas interrogé les gens qui ont ressenti des expériences. Parce que les gens laisse-moi aller jusqu'au bout de ma phrase. Ça marche. Parce que ce que ces gens disent, c'est que à ne plus considérer des besoins d'ego quotidiens qui nous permettent d'exister. Hein. Ce n'est pas des choses qui sont intrinsèquement mauvaises, mais on arrive à voir le mal qui nous est fait non plus comme une agression, mais comme une propre faiblesse de la part de l'autre. C'est-à-dire dire si l'autre me fait du mal, c'est parce que lui-même
n'en est pas au même point que moi. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande compassion, une grande compréhension. C'est pour ça que je pense que c'est... En tout cas, c'est des expériences qui sont par-delà qui t'amènent par-delà la morale. En tout cas, comprendre que justement, il y a des choses qui dépassent les dichotomies de bien, mal, de vrai, faux. Et c'est justement parce que ça dépasse des catégories modernes, c'est exactement à cause de ça que l'expérience mystique a du mal à être comprise et à être acceptée comme quelque chose qui n'est pas farfelu. D'accord. Tu vois, ouais. Parce que justement, ça dépasse les cadres de pensée dans lesquels on est habituellement. Pourtant, ça les dépasse, mais sans les oublier. Aujourd'hui. Alors, Michel Hulin, tu dis qu'il a recueilli pas mal de témoignages. Moi, je pose une petite question. Les moments où les gens ils décompensent et où ils deviennent schizophrènes, pourquoi est-ce que ça pourrait pas être connu comme une expérience mystique, mais qui différente? C'est-à-dire, à un moment, si, ils ont. Si tu me laisses répondre, je te répondrai pourquoi. Si tu me laisses expliquer, je pourrais t'expliquer aussi ce que j'en pense. Il y a un moment où ils ont une sorte d'illumination, où ils pètent littéralement les plombs, et ensuite, juste, ils ont accès à un autre état de conscience auquel on n'a plus accès. C'est exactement pour ça que je disais que c'est pas la même chose d'être avant la raison et d'être après la raison. À nouveau, si on pense à Jung, et là je reviens à ce que dit Michel Cazenave, c'est vrai qu'il existe ce qu'on appelle des expériences limites de la raison, qui peuvent être aussi le rêve, qui peut être la poésie, qui peuvent être la psychose. Et c'est vrai que ces expériences peuvent ressembler, puisqu'elles sont de la même catégorie, que l'expérience mystique. C'est que l'expérience mystique aussi est une expérience limite. La différence, c'est que l'expérience mystique est justement au-delà de la raison, mais elle conserve toujours cet ancrage. C'est-à-dire que le moi n'est pas détruit. Absurde ce que tu dis, Fab. Vraiment absurde. Ça va contre totalement. Par exemple, tu parlais des chamans tout à l'heure. C'est moi qui parlais des chamans. Des chamans, je crois que Fabien en parlait aussi. Hein. Non, c'est pas toi qui as parlé de ça. Parce que par exemple, dans la mystique des chamans, le schizophrène, le fou, la personne qui est en dehors des cadres, eh ben, il a un sens. Et en fait, ça, tu vois, je pense que là, indirectement, chez Michel Hulin ou chez toi, je ne sais pas qui le pense, il y a un présupposé que quand même... Alors, on fait des expériences mystiques, mais quand même, ça doit rester dans le cadre du rationnel. Hein. Tout doit aller bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas, je caricature, et je trouve extrêmement désagréable que tu te foutes de ma gueule comme ça, parce que je ne me fous pas de ta gueule. Ah bah attends, tu viens de rigoler à fond comme ça. Je te dis, je caricature, et justement, j'attends de toi que tu corriges. Parce que justement, si tu veux, ne faisant pas la différence entre quelqu'un qui est schizophrène et quelqu'un qui fait des expériences mystiques, justement, on confond les deux. Mais ça ne veut pas dire que les deux sont semblables. Simplement, ce qui est vrai, c'est que les deux expériences parlent, par exemple, le même langage, qui est un langage de symboles, parce que tu touches à des choses qui sont indicibles. Tu fais un teaser, là ? Ben oui, c'est vrai que tu peux en parler, avec tout le langage. Donc je travaille sur un jeu de rôle qui s'appellera sans doute le langage de Babel, simplement parce que j'arrive pas à trouver de meilleur titre en attendant. Il est très bon ce titre. Et qui ne change pas parce que sinon tu vas rendre sens cosmopho. Ah oui, c'est vrai. et donc qui est un jeu qui s'intéresserait un peu justement un peu à tout ce sur quoi j'ai pu travailler, sur le langage symbolique, le langage poétique, les expériences limites, parce qu'à mon avis, il y a des choses magnifiques à faire en jeu de rôle là-dessus. Si on avait le langage de Babel, le schizophrène et nous, par exemple, on pourrait communiquer, échanger des choses. Voilà. Et quand tu regardes, par exemple, il y a un bouquin qui s'appelle Le journal d'une schizophrène, donc d'une femme qui a guéri de sa psychose, ce qui est extrêmement rare. Et on voit qu'elle arrive à sortir de sa psychose justement parce que sa thérapeute parle avec elle à travers un langage symbolique. D'accord. Et qu'elle arrive à lui permettre d'exprimer ce qui la rend malade. Ouais. À travers un langage. J'ai quand même l'impression que dans la manière dont on parle là, le psychotique est vu comme quelqu'un qui, entre guillemets, est inférieur. Enfin, je ne sais pas comment dire, un état de conscience qui est inférieur. L'expérience mystique du psychotique est inférieure à celle. C'est pas qu'elle est inférieure, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que elle n'a pas les mêmes conséquences. C'est ça que tu veux dire. Alors il y a ça, et c'est surtout qu'à l'issue de l'expérience. Enfin, alors on peut voir les choses comme ce que dit Fly, c'est-à-dire à l'issue de l'expérience, dans l'expérience schizophrène, parce qu'en plus l'expérience mystique est ponctuelle, l'expérience schizophrène est permanente. Dans l'expérience schizophrène, le moi est fracturé.
voire détruit dans les cas les plus graves. Fracturé, ça veut dire que la personne... Mais ça, c'est une vision moderne de la schizophrénie. Ça veut dire que... Donc ça, j'en parle à partir de la psychanalyse. La psychanalyse voit les choses en disant la psychose, c'est le moment où on peut à la fois vouloir et ne pas vouloir. C'est très difficile. Essayez d'imaginer que c'est un état mental quantique. Peut-être, ouais, d'accord. mais en tout cas, c'est les deux. C'est des moments où, justement, ouais, le moi est détruit. Mais c'est pas la même chose que le moi soit détruit ou que le moi soit dépassé. Tu vois. D'accord. Mais moi, je trouve, j'ai encore du mal à comprendre dans les exemples que tu cites. Pour moi, en fait, quand on parle de mystique, ouais. Quand on parle de l'expérience mystique, même le plus gros boucher, en dehors de toute moralité, en dehors de tout ce que tu veux, même le pire des salauds, Adolf Hitler, il était si on veut atteindre le point Godwin direct, il était en pleine expérience mystique. Et d'ailleurs, c'est souvent justement pourquoi les nazis, par exemple, dans les jeux de rôle, sont souvent vus comme des grands méchants, ou dans Indiana Jones, par exemple, des grands méchants. Où très souvent, il y a de la magie autour, ça tourne autour de la mystique, etc. Attends, tu vas très vite. Tu vas très vite. Je vais peut-être un peu vite, je sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est pas parce qu'on est quelqu'un de bon ou quelqu'un de mauvais, quel que soit ce que veulent dire ces mots, qu'on a plus facilement accès ou pas à une Mais pour moi, la schizophrénie, c'est pas une maladie. Ah bah oui, c'est ça la différence entre nous. C'est que pour moi, en fait, je pense qu'il y a certaines cultures, certaines civilisations... Attends, tu vas vraiment vite, Rome. Essayons de répondre à ce que tu dis. Bon, comme je disais, qu'on soit bon ou mauvais, l'expérience, on peut avoir des expériences mystiques, ça ne change rien. C'est surtout une question d'état d'esprit. Ok. Qu'Adolf Hitler ait eu des expériences mystiques, peut-être. Je pense pas que pendant qu'il a... Tu sais, on dit souvent qu'il était extrêmement enthousiaste. C'est pas la même chose d'être enthousiaste, par exemple, ou d'avoir une expérience esthétique forte, que d'avoir une expérience mystique. Moi, des expériences esthétiques fortes, j'en ai eu. Tu viens de dire que l'expérience mystique permettait de se soigner la tête. J'ai pas dit qu'elle permettait, j'ai dit qu'il y avait une forte présomption à ce que. C'est-à-dire que souvent, les gens qui reviennent des expériences mystiques sont plus heureux, plus épanouis. Et qu'il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose que, si tu veux, ils arrivent à dépasser des problèmes qui occupent leur esprit en permanence. Moi, j'avais lu des trucs sur des gens qui avaient eu des expériences mystiques et qui disaient qu'ils ressentaient plus les parfums, par exemple. C'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de cette intelligence kinesthésique qui du coup réapparaissait plus et qui pour moi, l'expérience mystique, ça doit vraiment avoir à faire avec une vraie conscience de son corps et de ses capacités. Pour moi, le bonheur, il naît de l'adaptation de son comportement au monde. C'est-à-dire que son comportement est adapté au monde qui nous entoure, que les gens nous congratulent pour un comportement donné, et c'est ça qui nous rend heureux. C'est l'adéquation entre ce qu'on fait et la manière dont le monde nous récompense pour ce que l'on fait. Je n'ai pas dit que ça rendait heureux, l'expérience mystique. Ouais, non, alors attends. Pourquoi je disais ça ? Parce que quand vous dites que l'expérience mystique nous rend plus forts, plus heureux, ça suppose que l'expérience mystique nous donne des propriétés qui vont nous permettre dans le monde d'être mieux adaptés. Alors, si tu réfléchis bien à ce qu'on a dit, on n'a pas dit que ça rendait plus heureux. Non, je sais, Fly. Je veux juste finir mon raisonnement. L'idée de dire que, par exemple, dans une civilisation dans laquelle le schizophrène serait un oracle à qui on offrirait des pommes en permanence, à qui on offrirait des récompenses en permanence, le fait d'être schizophrène serait pour lui une super récompense et il serait super heureux en un sens. On peut imaginer, je veux dire, c'est que ça dépend aussi du cadre social qui nous entoure. On ne peut pas dire que les schizophrènes soient heureux. Quand il y a les moments où ça va bien, où ils en parlent, ils sont pas heureux. Le problème, c'est qu'il y a tellement de formes de schizophrénie aussi. Il y a des schizophrénies où quand tu rentres dans la chambre d'un schizophrène, il a l'impression que tu lui piétines son corps. T'as raison, oui, il y a tellement de formes de schizophrénie. Le schizophrène auquel tu fais référence est un schizophrène écréé au final. La personnalité quelqu'un multiple, qui est encore souvent capable de pouvoir être en contact avec des gens. Ok, d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez relatif au cadre que la société nous donne. Cette idée que l'expérience mystique va nous guérir ou nous... À nouveau, l'expérience mystique, au moins, ça c'est un truc objectif, c'est quelque chose de ponctuel. Alors que la schizophrénie, c'est un état du moi, au sens psychanalytique du terme.
Je ne dis pas que c'est ce que tu dis, Rome, mais disons que je n'adhère pas. Attends, je n'adhère pas à l'idée romantique que le fou serait plus heureux parce que se déprendrait de la. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est bien pour ça que je dis que ce n'est pas ce que tu dis. Je dis pas que c'est ce que tu dis, mais je n'adhère pas à cette idée-là. Pour autant, ce que je dis, c'est que il y a une part d'irrationnel en nous, et ça on peut pas le nier, c'est impossible à nier. Autant essayer de l'explorer. Et l'aboutissement de cette exploration, qui peut être une exploration via la méditation, les rêves, la production artistique ou poétique, l'aboutissement, c'est souvent une expérience mystique. C'est marrant parce que dire que y a une part d'irrationnel en nous, mais évidemment, je veux dire, on sait même pas comment fonctionne notre propre cerveau. Tu vois ce que je veux dire, c'est oui. Il y a des choses. Flavie, tu voulais intervenir ? J'ai un problème avec le mot irrationnel parce que je le trouve très vague. Ouais. Et je ne vois pas du tout à quoi ça fait référence. C'est certain. C'est quelque chose que la raison ne peut pas embrasser, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, sur lequel on ne peut pas calculer, sur lequel on ne peut pas émettre ni hypothèse, ni irrationnel, c'est simple. On peut aussi dire simplement que c'est vrai qu'on devrait le définir. Tout ce qui moi je le définirais assez facilement comme tout ce qui échappe au modèle, mettons, du 19e siècle de l'esprit, qui est qu'on aurait une raison qui nous permettrait de comprendre des choses. Mais dans ce modèle-là, l'irrationnel, c'est presque les émotions, au final. Oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout réduire aux émotions, alors qu'en fait, si tu veux, c'est un peu le... Et encore, parce que les rationalistes, entre guillemets, pourraient expliquer l'émotion, en disant, en fait, c'est qu'un mélange de gaz à l'intérieur de la glande pinéale. Ça, c'est pas tout à fait la même chose, parce que, attention, il y a une confusion. Bon, pour répondre à Flavie, je pense qu'on peut dire que ça fait partie de la famille, de tout ce qui est de l'ordre des rêves, tout ce qui ne peut pas être exprimé par le langage commun. D'accord ? Tout ce qui ne peut pas être exprimé par le langage commun. Les poèmes, pourquoi les poèmes sont tellement bizarres et leur langage ne ressemble pas au langage quotidien ? Justement parce qu'ils cherchent à exprimer quelque chose qui n'est pas habituel. Pourquoi quand on raconte un rêve à quelqu'un, ça a du sens pour nous et pas aux autres ? Parce que notre langage ne permet pas de le transmettre. Si je te dis oui, j'ai rêvé que j'étais sur une voiture et puis à ce moment-là, je traverse un champ, mais il y a tout un tas de gens qui parlent dans ce champ. Ça signifie quelque chose pour moi, ça ne signifie pas quelque chose pour les autres. L'autre truc, c'est que, à nouveau, je pense qu'on peut être entièrement physicaliste et être tout à fait ouvert aux expériences mystiques en disant que c'est des expériences qui se produisent dans le cerveau avec tout un tas de chimie. C'est pas parce que on réduit ça à la chimie que c'est pas intéressant, que ça ne rend pas plus... Tu vois, la souffrance aussi, c'est quelque chose, un deuil, c'est aussi quelque chose qui est chimique dans le cerveau, si on veut aller par là. Bon, pour autant, ça n'est pas plus agréable pour autant et ça mérite qu'on en parle quand même, tu vois. Ouais, même, c'est peut-être... On ne devrait parler que de ça, en un sens. Oui, ça vaut la peine de parler d'irrationnel. Et je crois qu'en plus, on est dans une société qui a du mal avec l'irrationnel, qui tendance à le renvoyer dans les trucs de secte, de zinzin, comme de charlatan, comme tu en parlais tout à l'heure, alors que ça vaudrait la peine de l'explorer plus. Est-ce que ça répondait à ta définition, dire que l'irrationnel, c'est ce qui n'arrive pas à être transmis par le langage. Le langage commun. L'irrationnel est l'indisciple. Je suis désolée, je réfléchis, il faudra que tu coupes. Non, puis même, je pense qu'en fait, il y a une circularité dans la définition qu'en donne Fabien. Mais de toute façon, il y a un vrai point circulaire dès qu'on essaye de définir mystique, comme c'est quelque chose qui a très très peu été étudié par... Non, l'irrationnel ou le mystique ? Le mystique et l'irrationnel, tout. C'est pas la même chose. Ouais, mais moi je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été énormément étudié en fait. C'est pas la même chose ? Alors là, je comprends plus. Parce Dans tous les cas, moi je trouve que du coup, on a peu de points de repère et généralement, quand on essaye d'expliquer ça, on ramène souvent à qu'est-ce que c'est le mystique ? C'est l'irrationnel. Qu'est-ce que c'est l'irrationnel ? C'est pas ce qui peut expliquer par la rationalité. Attends. Est-ce que je peux essayer ? Je me risque à répondre à ta place, Fabien. Je pense que si l'irrationnel et le mystique sont différents, c'est parce qu'il y a des choses qui sont mystiques. Il y a des choses qui sont irrationnelles, mais qui ne sont pas forcément mystiques. Le rêve, mystique par est exemple. une sous-catégorie de... L'irrationnel est nécessairement ineffable. Le mystique fait partie de l'irrationnel. Des choses ineffables, de l'irrationnel, mais il y a d'autres choses en dehors du mystique qui font également partie de l'ineffable. Comme le rêve, comme poésie, l'art, les sentiments esthétiques. Et c'est pour ça, je suis pas
je suis même contre le fait de dire la mystique comme un ensemble de catégories. Il y a des expériences mystiques. La mystique, c'est l'ensemble de ces expériences. Alors dans ce cas-là, mystiques. ne partons pas sur un podcast sur l'irrationnel, puisque finalement ça ne nous concerne pas trop. Là, on aurait tendance, si on commence à partir sur l'irrationnel, on va avoir tendance à élargir ce podcast finalement. On va partir beaucoup plus de choses. Je ne te le reproche pas. Je dis pas que voilà, mais je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur. En revanche, étant tous les deux, vous deux, de formation de la philosophie analytique, je pense que ça vaut la peine que vous nous parliez de ce que c'est que le mystique. Mais ça, le mystique, les philosophes analytiques n'en parlent pas. Il n'y a que Wittgenstein, dans le premier Wittgenstein, qui en parle. Et ça fait l'objet de 6 ou 7 aphorismes. D'accord. C'est pas quelque chose qui appartiendrait à la philosophie analytique. Ce qu'il y a, c'est que, voilà. Mais parlons quand même de ce que c'est que le mystique, parce que je pense que le mystique chez Wittgenstein, ça pourrait presque être le mystique, c'est la sensation à un moment donné qu'on peut avoir dans une recherche. Dans une recherche quelconque, n'importe laquelle, dans n'importe quel domaine, que le monde est une totalité qui est bornée. Ouais. Et donc qui a des limites. Mais pas au sens de limites qu'on pourrait dépasser, mais des limites indépassables. C'est-à-dire l'idée que... Et d'après ce que je disais, c'est des limites à la fois vers le haut, c'est-à-dire le monde est immensément grand, il y a un moment où je ne peux plus parler de ce qu'est le monde, et des limites vers le bas, entre guillemets, qui est un moment où... tu vas déjà aux limites de ce que c'est que le mystique. Ouais. D'accord. Okay. Là, t'es déjà rentré dans l'idée du mystique de chez Wittgenstein, et le haut et le bas, ça convient pas, c'est l'extérieur et l'intérieur. Oui, pardon. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Tu veux rapidement? Ah bah volontiers. C'est très simple. Les limites extérieures, c'est les limites qui concernent les limites du monde tel que le monde mystique tel que le voit Wittgenstein. C'est un monde qui, en gros, contient la totalité des faits qui peuvent être décrits par des propositions. La limite extérieure, c'est tous ces faits qui n'en sont pas, c'est-à-dire toutes ces propositions que je ne peux pas faire, sont la limite extérieure. Et la limite intérieure, c'est le sujet métaphysique, c'est-à-dire celui qui pense le monde. Donc pour résumer vite fait Wittgenstein, ou en tout cas le premier Wittgenstein, la lampe est sur la table. Ça fait partie du monde. Ça fait partie du monde, mais pas du mystique, puisque justement je peux utiliser le langage. Ah bah si. Attends. Ça fait partie du monde. Au contraire, ça fait partie du monde puisque tu peux le dire, et que tu peux en parler, et que tu peux le vivre. Au contraire, tout ce que tu ne peux pas expliquer, tout ce que... Attention. Ouais, ce que tu ne peux pas expliquer comme Dieu, d'où venons-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, ça sert à rien. Le mystique, Fabien, est un sentiment chez Wittgenstein. D'accord, okay. Donc dire la lampe appartient au mystique, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu disais la lampe appartient au bonheur. D'accord. Ça n'a pas de sens. C'est un sentiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sens que le monde, au cours de ta recherche, tu es en train d'étudier, tu dis mais en fait, le monde, j'ai le sentiment. J'ai l'intuition que le monde est une totalité bornée. Après, dans le cadre de la théorie de Wittgenstein, ces deux bornes sont l'extérieur et l'intérieur tels que j'ai essayé de les décrire très rapidement tout à l'heure, mais j'invite les auditeurs à écouter le podcast sur Wittgenstein où on en parle amplement, qui est sur la cellule. En gros, c'est trop grand pour être expliqué. On peut le vivre, on peut le sentir, certainement. Voilà. C'est un sentiment. Mais messieurs les philosophes, quand bien même vous essayeriez de comprendre ce que c'est et de l'expliquer dans un bouquin, vous n'y arriverez jamais, alors vos gueules. Vous n'y arriverez pas. Il y a une méthode. Vous n'y arriverez jamais logiquement. Voilà, c'est ça. Il y a une méthode pour y arriver quand même. Mais c'est la poésie, en fait. Ou le langage symbolique, ou le... Voilà, c'est ça. C'est ça. Par exemple, le Tractatus, qui est lui aussi un poème, en un sens, puisque contrairement à ce que pensent les gens, le Tractatus n'est pas une œuvre de philosophie. C'est vraiment en fait, ça s'en donne l'apparence. C'est l'équivalent du dictionnaire, c'est-à-dire que ça permet de parler du langage, mais pas de parler du monde. Non, c'est pas ce que tu me... Ce sur quoi on s'était... C'est un peu comme le dictionnaire, c'est pas mal de... C'est-à-dire que... Mais là, je parlais de l'œuvre en général. Reviens sur ce que tu dis, oublie ce que je viens de dire. Ouais, c'est compliqué, ça. Je vois d'où te vient cette conclusion, mais c'est la conclusion d'un long développement. D'accord. Et on ne peut pas rentrer là-dedans. Non, juste pour dire que la plupart des gens voient le Tractatus comme une œuvre de philosophie, mais c'est avant tout en fait un poème. Ça se donne l'apparence d'une œuvre justement très rigoureuse d'études des articulations du langage et tout, mais en fait l'idée c'est de transmettre cette intuition que le monde est une totalité bornée, et en tout cas que le langage nous fait voir le monde comme une totalité bornée et que nous avons des sentiments
un sentiment mystique lié à ça, et que en fait il y a des choses qui vont au-delà, l'éthique, l'esthétique, ce genre de choses. Ce dont tu ne peux parler. Il faut garder le silence, ça veut dire que tu peux pas en parler avec le langage de tout ce que je viens de citer là, l'éthique et l'esthétique. Mais pour Wittgenstein, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que paradoxalement pour Wittgenstein, les choses les plus importantes pour la vie humaine sont les choses dont on ne peut pas parler. Donc c'est intéressant. On ne peut pas parler en logique. Qu'on ne peut pas parler. Qu'on ne peut pas parler de façon sensée, qu'on ne peut pas énoncer de façon sensée. Okay. Et ce qui explique aussi certainement pourquoi il a fini par aller vivre en ermite en Irlande. Puis c'est quelqu'un aussi qui a énormément souffert pendant la guerre, qui a eu quand même des gros moments de vision, quoi. Absolument, c'est-à-dire qu'il était, quand il s'est engagé pendant la Première Guerre mondiale, bon déjà il était du côté pour nous des méchants puisqu'il soutenait l'Autriche, mais en plus il était non ça pour les Américains, toujours de présenter les pour choses les comme Américains. Ça. Et en fait il était en avant des bateaux, c'est-à-dire que c'était le mec. Pour se figurer le bonhomme, c'est celui qui tenait la lampe dans le noir la nuit sur les bateaux, c'est celui qui tenait la lampe à l'avant du bateau. Donc, en cas de baston, c'est le premier qu'on dézingue. On dézingue sa lampe et le mec qui la tient. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est lui qui va l'orienter. Donc, il s'est toujours mis en avant comme ça. Et puis, il y a cette problématique pour Wittgenstein très importante, celle du suicide. Puisque plusieurs de ses frangins sont suicidés. Et donc, il y a toujours cette idée que, justement, il est toujours à la borderline, quoi. On ne sait jamais s'il veut vivre ou mourir. Et donc, évidemment, les expériences mystiques font partie de son vécu. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Fabien, quand tu dis que la mystique et le mystique sont si séparés que ça. Et qu'il faudrait, dans ce podcast, les distinguer. D'accord. Quand on revient sur les définitions que vous en donnez, vous dites la sensation de quelque chose de vaste. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez dire ? La sensation que vous embrassez la totalité des choses qui vous entourent. Okay. Tiens, paf, sentiment de totalité bornée, c'est bon. Fly dit sentir des choses nouvelles dans son corps. Ah bah oui, sentir la totalité de... Tu vois, elle parle du tableau tout à l'heure, elle dit voilà. Alors, l'expérience mystique est quand même très souvent des expériences où ça va très bien, où les gens ont l'impression de jubiler. Tu vois, ce dont ne parle pas Wittgenstein. Moi, j'aime pas la dimension pas morale, mais bonne, mauvaise. C'est pas moral, c'est simplement du plaisir. Peser sur. Mais parle pas de plaisir. Un sentiment mystique peut ne pas du tout te faire plaisir. Moi, j'ai ressenti des sentiments de profond vide, d'angoisse extrême que je qualifierais d'expérience mystique. Dans la noire obscure, dans les profondeurs de l'océan, devant Alien de Ridley Scott. Je pense qu'il y a peut-être une distinction à faire très précisément, qui est que il y a l'expérience mystique au sens restreint, qui est ce dont j'essaye de parler depuis le début, et une expérience mystique au sens plus large, qui inclurait aussi ce dont tu parles. J'ai compris. mais également, c'est ça qu'on se comprend pas. Mais également des expériences comme des expériences esthétiques, comme des expériences. J'avais pas du tout compris ce que tu voulais dire. Je suis désolée. Moi, j'étais au sens large. Moi, j'étais au sens large aussi. Bah oui. Mais en même temps, tu parles avec deux métaphysiciens, hein. Donc. Ok. D'accord. Moi, je parle des expériences mystiques au sens. Alors là, du coup, au sens positif du terme, d'accord, en fait, pour Fabien. Okay. Et uniquement, je suis même pas sûr de comprendre ce que vous dites, mais vous avez l'air de vous comprendre, donc c'est déjà cool. L'expérience mais mystique. Mais on comprend ce que tu voulais dire, surtout, c'est trop bien. L'expérience mystique dont parle Fabien, c'est celle que l'on recherche. Ouais. C'est pas celle que l'on peut obtenir par accident. Si, parce que tu peux aussi obtenir l'expérience mystique par accident. Mais celle que tu recherches pour te sentir bien, celle que tu vas essayer de contrôler pour faire qu'elle arrive par certains points. D'accord. À partir de là, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit depuis le début du podcast. Bah oui, moi aussi. Chez Michel Hulin, il dit l'expérience mystique, ça peut être le type qui sort de soirée, qui monte dans son carrosse. Puis d'un seul coup, il a l'impression que le carrosse prend flamme, et puis que d'un seul coup, il est très très heureux, que tout va bien. Tout s'enflamme, il est heureux, le mec. Oui, mais parce que c'est une forme de symbole, si tu veux, la flamme. C'est un rêve, en fait, éveillé. C'est l'incandescence. Et tu vois, c'est là qu'on rejoint. Mais tu vois, c'est un rêve éveillé. C'est là qu'on rejoint les idées de Freud. C'est là qu'on rejoint les idées de la verbalisation. C'est là qu'on rejoint les idées de la psychanalyse. Mais moi, je suis d'accord avec moi-même. Hein. Non, mais tout à l'heure, tu disais que Freud... Ah oui, tu disais Freud lui-même ne pensait pas ça, mais par contre, on a le droit de penser quand même que la psychanalyse, c'est une sorte de discipline qui vise à faire vivre des expériences mystiques, finalement. Non, pas exactement. C'est-à-dire que... Verbaliser, c'est pas quelque part borner la totalité d'une émotion ? Peut-être. Comme d'habitude, c'est des territoires dans lesquels il n'y a pas de oui et de non, il n'y a pas de... Enfin, on avance un peu en eau trouble.
la grande césure après celle d'Adler au sein de la psychanalyse à ses débuts, c'est entre Freud et Jung. Évidemment. Freud ayant une vision assez individuelle de la psychanalyse, Jung disant il faut comprendre également ce que lui a appelé l'inconscient collectif, qui est un concept que je maîtrise assez mal, donc j'irai pas trop loin, mais le fait que... Malheureusement très très utilisé par les Américains sans y avoir rien compris, donc éliminez toute idée comme ça de votre tête. Voilà, enfin, en tout cas c'est l'idée qu'il faut replacer la psychanalyse dans un contexte de mythes, de légendes, d'idées plus globales. Ouais, et anthropologique presque. Et l'idée fondamentale de Jung, enfin une des idées fondamentales de Jung, c'est que la psychanalyse parle nécessairement à des conceptions, mettons, métaphysiques, on va dire mystiques, parce que métaphysique c'est trop intellectualisé, mystique de l'univers. Et quand je disais tout à l'heure que pour Jung, quiconque est guéri a retrouvé une attitude face aux religieux, ça veut dire que la psychanalyse, si elle va vraiment au bout des choses, va jusqu'à questionner les conceptions religieuses du patient. Si le patient a envie, le patient n'est jamais... Et donc que par exemple, quelqu'un qui était athée va pouvoir devenir religieux parce que son athéisme était fondé sur des peurs, des névroses, tout ce que tu veux. Et inversement, quelqu'un qui était... ou quelqu'un qui était religieux va devenir athée, ou bien quelqu'un qui était religieux le reste, mais pour de meilleures raisons. C'est-à-dire c'était pas par peur, pas par fixation ou fétichisme, mais parce qu'il a de l'amour pour l'humanité. Et il interprète cet amour et cette expérience de la thérapie qu'il a comme une expérience de lien, de libération et de lien avec Dieu. De ce que je comprends, du coup, pour toi, la mystique, attends, ça y est, j'ai compris, c'est un état mental où, en ayant accès à un moment de sa conscience sans peur, on a enfin accès à une émotion positive, réelle, telle qu'on n'en avait pas ressentie, qui nous fait changer de point de vue sur le reste du monde. Si tu veux, ouais. Ça peut être une des manières de dire ça. Là, c'est la pleine conscience aussi. Il y a des gens qui parlent de... Je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais enfin, si on approche le sujet, oui, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est un moment où... tout va bien, tu ressens... Pour moi, ça, c'est un sentiment mystique particulier, tu vois, déjà. Oui, exactement, on est d'accord. Voilà. On parle, là, C'est pour ça que je parlais d'état limite tout à l'heure, et que je te disais que... Non, mais là, du coup, je comprends tout ce que tu as dit, en fait. Rétrospectivement... C'est bien, comme ça, les auditeurs pourront écouter 2 fois le podcast. Il est 2 fois plus long que ce qui est... C'est comme dans Fight Club. On peut revoir le film. Si tu veux, c'est-à-dire que... Il y a tout un tas d'expériences qui sont des expériences que j'ai ressenties. Moi, je ne pense pas avoir jamais ressenti d'expérience mystique au sens restreint. Parce que j'ai jamais eu l'impression de toucher, mais des expériences qui appartiennent au champ des expériences limites. Moi, j'ai déjà rêvé, un peu comme tout le monde, mais aussi des expériences. Vous voyez un tableau. Moi, j'ai déjà dit que la poésie me touchait beaucoup. Ouais. Et des expériences d'angoisse extrême, de vide extrême, de perte de repères. Et tout ça sans prendre de drogue ni d'alcool. Donc, c'est quelque chose qui arrive naturellement au cerveau. Alors, du coup, maintenant qu'on a compris, après 1 heure de podcast, de quoi il s'agissait, pourquoi venir dans un podcast sur le jeu de rôle nous parler de ça? Parce que, tu en as vaguement parlé à un moment donné, que le jeu de rôle... J'aimerais bien qu'on parle de ça. Alors déjà, je vois qu'à titre personnel, à travers un jeu que tu vas bientôt développer qui s'appelle Le Langage de Babel, l'idée de pouvoir finalement... dire l'ineffable, parce que c'est ça en fait le langage de Babel. En tout cas, inviter en tout cas les joueurs à s'intéresser à l'ineffable, à dire regarder la poésie, ça peut être vachement intéressant. Regarder, s'intéresser à ses rêves et ne pas les prendre uniquement pour des fantasmes. Une petite remarque, ça fait longtemps que j'ai pas pu passer de coup de gueule, donc je tiens à passer un coup de gueule à propos de tous les dictionnaires sur les rêves, sur tout ce que vous pourrez trouver qui explique vos rêves. Quand vous rêvez d'une araignée, ça fait ça. C'est de la merde en fait, parce que chaque rêve correspond à ce que la personne a vécu. Et que du coup, même quand on pense à un inconscient collectif, chaque symbole qu'il y a dans votre rêve, si on peut appeler ça symbole, correspondra à vos peurs et vos angoisses. Donc arrêtez de lire ces bullshit. Tu veux dire que quand je rêve d'un chapeau de forme, je ne pense pas au sexe de mon père? Évidemment. Et les Wiccas, parce que je lis pas mal de trucs là-dessus, disent bien qu'il faut créer son propre, entre guillemets, livre des ombres, réfléchir à ses propres symboles, puisque on ne... Alors, c'est marrant, parce que justement, ça, c'est
typiquement une proposition qui est à la fois vraie et fausse. C'est-à-dire que... I'm a nonsense. Ouais, ça y est. C'est quoi non-sens ? C'est-à-dire que... Je crois qu'on a dit des kilos de non-sens. De toute façon, on n'est que... d'un point de vue wittgensteinien, on explore justement ce qui ne peut pas être... Wittgenstein disait des amis, c'est des gens qui peuvent se dire des kilos de non-sens. Donc on voit qu'on est très amis ici. On est amis aussi avec vous tous, chers auditeurs. C'est-à-dire que le symbole du rêve, comme tout le langage, est à la fois individuel et partagé. C'est individuel parce que effectivement il y a des choses qui ne correspondent que à mon expérience, à moi. Ça me rappelle un peu la dichotomie entre Freud et Jung d'une certaine manière. Il y a des choses parce que par exemple le chapeau haute forme, c'est un truc qui est pas attaché à la sexualité de Romaric, mais à la création ou enfin n'importe quel autre complexe qui est en lui. Et en même temps, il y a quand même des symboles qu'on partage. Ça, c'est un truc qu'a montré notamment quelqu'un comme Gaston Bachelard. Quand il travaille sur les symboles des éléments, des quatre éléments feu, eau, air, terre. 2 podcasts consacrés à Gaston Bachelard, un qui s'appelle Sens Néant et Gaston Bachelard, ou je ne sais plus quoi, avec la photo de Gaston Bachelard, et un autre sur l'alchimie où on parle également de Bachelard. Et donc, voilà, typiquement, tu vois par exemple, il y a des psychanalystes qui disent, quand tu lis des bouquins de psychanalyse, qui disent le thérapeute et le patient doivent inventer leur propre langage. C'est vrai, mais en même temps, ils sont quand même dans une sphère culturelle, dans une sphère linguistique qui fait qu'ils ont besoin ce que j'attaque, d'avoir un truc... Je suis d'accord avec toi, on a tous du fait d'avoir le même langage, la même culture, des choses. Moi, ce que j'attaque, c'est les dictionnaires du langage. Par exemple, vous avez rêvé d'une araignée qui vous mangeait, vous avez un problème avec votre mère. Voilà, c'est ça. Eh ben, ça, pour moi, ça me pose un réel problème. Ça, je trouve ça faux. Et ça, ce que je vous dis, c'est un vrai truc qui m'est arrivé. J'avais fait un cauchemar extrêmement flippant à propos d'une araignée géante qui me bouffait la main. Et quand j'ai ouvert un truc sur les dictionnaires, le truc disait vous avez un problème avec votre mère. Et en fait, pendant des années, j'y ai réfléchi. Et j'avais vraiment une phobie des araignées. Un jour, j'ai compris ce que voulait dire ce rêve. Et ça avait rien à voir avec ma mère. C'est juste que quand j'étais petite, il y a une grosse araignée qui m'a mordu. Et c'est pour ça qu'en fait j'avais peur des araignées. Le jour où j'ai compris ça et que mon rêve en fait me faisait juste revivre ça avec une grosse araignée, j'ai eu moins peur des araignées. Moi je fais souvent des rêves dans lesquels je suis agressé par des téléphones ou des bancs publics. Ouais, mais ça, les téléphones, je te comprends, c'est flippant. Les téléphones, qu'est-ce que c'est flippant, mais les bancs publics aussi. Donc tu vois, il y a un très bon, si vous cherchez un bon dictionnaire des symboles dans les rêves, il y a un truc de... Vous êtes des chamans. De Domney. Pas tout à fait quand même, parce que je prétends pas... Ouais, alors, un dernier truc, et promis après on parle de jeu de rôle, parce on veut pas faire... Ouais. Il y a juste un truc qui est quand même vachement important, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la mystique, je pense, est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire on peut en parler tous ensemble, tant qu'on n'insiste pas absolument sur le fait que ce serait la vérité. Ah, et c'est pour ça que tu dis qu'il ne faut pas laisser la transcendance aux religieux aussi, parce que les religieux ont tendance à faire de la transcendance des choses ensuite, à transformer quelque chose en religieux, en vérité. En vérité. Mais plutôt dire que ça nous dit quelque chose sur notre propre fonctionnement. Quand je rêve, quand j'ai une expérience... je te laisse la parole dans une seconde. Quand je rêve, quand j'ai des expériences mystiques, ça parle de moi. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la symbolique, tout ce que tu peux imaginer est vachement intéressant tant qu'on est d'accord que c'est de l'ordre d'une psychologie des profondeurs et pas d'une science. Sinon, justement, ça devient une pseudo-science parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur ce dont on parle. Fly. Gardner résume ça en disant, quand on parle de tout ce qui a trait à ces intelligences spirituelles ou existentielles, il dit qu'il faut faire la différence entre le savoir que et le savoir comment. Que trop souvent, quand on parle de choses qui ont un rapport avec ces intelligences spirituelles, les gens utilisent le savoir que et on crée du coup des dogmes avec les chamans qui touchent la terre et qui t'expliquent que si tu es proche d'un arbre, l'arbre va te murmurer quelque chose sur la vérité du monde. Vous moquez pas des chamans. Et le savoir comment, où il y a des gens qui s'interrogent sur comment est-ce qu'ils ont eu ça et qui sont dans la pratique personnelle. Attention aux chamans, parce que les chamans ont conscience... vraiment, parce que moi je m'intéresse beaucoup au chamanisme en ce moment, et les chamans ont vraiment conscience aussi de l'aspect extrêmement personnel c'est tout à fait possible. Ouais. Mais non, mais parce que dans le truc que décrit Fly là, il y a un côté simplement recette de cuisine. C'est un moment vécu. Je suis tombée avec côté d'un mec dans le train qui prétendait être chaman à Brocéliande et qui m'a parlé de trucs complètement secoués pendant 1h30, notamment sur le fait qu'il fallait se mettre à poil sur la terre pour ressentir le monde et parler aux arbres. Pourquoi parce que les racines te touchaient. Pourquoi pas ça en l'occurrence, il parle peut-être d'un besoin
réel et qui est peut-être un besoin qu'on a aussi, c'est-à-dire qui est à la fois personnel et partagé. Pour autant, ça ne signifie pas que tous que ce soit la vérité au sens au sens de la modernité, c'est-à-dire une réalité sur le monde et que véritablement la Terre te parle, ou l'énergie du soleil entre dans la plante de tes pieds. Quand l'intuition intime devient un dogme qu'on cherche à imposer aux autres, là on commet un crime. Et c'est, il me semble, ce que. Et si on reste avant si on dit c'est une intuition intime et j'aimerais la partager, ce qu'on fait, partager, pas imposer. C'est de la poésie. Et la poésie, parfois on est touché, parfois on l'est pas, mais tu peux pas imposer à quelqu'un d'aimer un poème. Alors attention, parce que là c'est de la poésie au sens large que tu entends, je pense, pas uniquement la poésie. Parce que attention, par exemple quand je dis que le Tractatus est un poème, c'est au sens large. Tout à fait, au sens de Wittgenstein. Des énoncés qui n'ont pas pour vocation d'être censés et de décrire des faits du monde, mais des énoncés qui ont pour mission et pour sens d'éveiller chez le lecteur des sentiments d'ordre mystique, justement. Et donc, le jeu de rôle. Ah mais je veux parce que je fais 3 plombs. Je te rappelle que c'est un podcast sur jeu de rôle. Ouais, mais on ne comprenait pas au début. Donc c'est vrai. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, je ne l'ai pas vécu, mais j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit avoir eu des expériences mystiques en jeu de rôle. Je ne sais pas si c'était des expériences au sens restreint ou au sens large, mais en tout cas, ça valait vraiment la peine. Par exemple, un copain m'a raconté que son MJ de vampire leur faisait fermer les yeux durant certains rituels dans Vampire, et que plusieurs fois, il a sorti des moments où justement il sentait la maison tout autour de lui, la ville, il sentait cette voix qui lui parlait, une expérience du corps très particulière aussi. Et je m'aperçois que c'est légion dans et que lui en a tiré beaucoup de plaisir. C'est logique en fait. C'est peut-être quelqu'un aussi qui c'est possible aussi que ce soit une question de de personnalité, qu'il y a des personnes qui sont plus facilement accessibles à ça. Mais néanmoins, ça vaudrait... Je pense aussi qu'il doit y avoir une question de confiance avec les gens avec qui tu es autour de la table. Ça, c'est clair. Bien sûr. Et... Tu peux pas avoir d'expérience mystique en jeu de rôle en convention, par exemple, si tu ne attends, c'est rien. Je suis pas tu connais pas les gens qui jouent autour. Je pense que quand tu es dans un cadre social de confiance... À nouveau, ça aide, mais ça n'interdit rien, tu vois. Oui, parce que je suis bête, je dis n'importe quoi parce que j'ai un témoignage de Jérôme Larrey qui justement dit que sa meilleure partie de jeu de rôle c'était une partie je crois que c'était un jeu sur le Japon médiéval, je suis pas sûr, et qu'à la fin justement les gens s'étaient pris dans les bras et personne se connaissait, et ce qui s'est passé justement c'est qu'il y a eu, alors je sais pas s'il parlerait d'expérience mystique, mais en tout cas une espèce de communion entre toutes ces personnes qui du jour au lendemain ne se connaissaient pas et qui ont appris à se connaître à travers un scénar, et qui au final, donc là je sais pas si on peut parler une thérapie de groupe plus qu'une expérience et donc mystique. Moi je pense que tout ça est lié. Je pense que ça vaudrait vraiment la peine qu'on explore comment permettre ou recréer ce genre d'expérience. Alors pas tous les jours, je veux dire, l'expérience mystique c'est quand même quelque chose d'épuisant, mais je pense que ça vaudrait vraiment la peine de rechercher comment on peut répéter ça plus souvent dans le jeu de rôle. C'est un des objectifs du langage de Babel. Est-ce que c'est pas paradoxal quelque part ? Parce que du coup, tu cherches une recette pour atteindre quelque chose dont tu sais que... Je ne cherche pas une recette. Mais quelque part, un jeu de rôle, c'est une recette. C'est pas la même chose que ce soit une voie vers et une recette, tu vois. Par exemple, il n'y a pas de recette de bonnes recettes pour créer une œuvre. Tu vois, les recettes pour genre écrivez votre roman, faites une belle peinture en 10 leçons. Pour toi, une base de jeu de rôle, c'est pas une recette pour créer une partie. Laisse-moi comprendre ce que je veux dire. Laisse-moi expliquer ce que je veux dire, pardon. Ouais. Les trucs du genre écrivez votre roman avec une recette, ça ne marche pas. C'est souvent des arnaques. En revanche, les bouquins du genre quelle est une voie pour quels sont les trucs qui par exemple marchent pour moi et que j'aimerais partager pour écrire un roman. Comment j'écris un roman, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Il y a une différence entre une recette et une voix. Et je pense que c'est la même chose. D'accord. Donc peut-être que pour des témoignements, en un sens. J'aime beaucoup ton thème voix. Peut-être que c'est pas, voix. Je choisis pas ça au hasard. Si tu veux, dans le zen, tu sais, quand on parle de do en japonais, ça a le sens de la voix. Donc mais ce qui est intéressant en français, c'est que c'est polysémique le terme voix.
Ah, il y a peut-être ça aussi. D'autant plus, alors c'est pas vraiment polysémique parce que ça s'écrit pas pareil, mais dans ce podcast, voix, on sait pas si tu l'entends VOIE ou VOIX. Et c'est intéressant. Beaucoup de choses sur la mystique que j'ai pu lire, mais malheureusement en France, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des livres en français sur ce sujet, donc je les ai trouvés en anglais. Et souvent, ils utilisent le terme path, follow your own path, que je traduirais, si je devais le traduire par voix, du coup, en français. Parce que oui, il y a ces polysémies-là qui reviennent aussi en anglais, mais pas les mêmes. Mais... Bon, moi, je l'entends comme VOIE. Hein. Ah oui, évidemment. Non, mais... Toujours est-il que... Voilà. On pourrait dire, par exemple, quelqu'un qui chercherait des expériences mystiques pourrait écrire un jeu de rôle et à la fin, il dit ce jeu de rôle me permet, en tout cas, est une voie pour moi vers des expériences mystiques. C'est l'ensemble des voies que j'ai explorées pour aller vers des expériences mystiques, même si je n'y suis pas arrivé. Et tu ne dis pas que ce jeu va permettre à tous de ressentir des expériences mystiques, mais par contre, que les gens qui pensent comme toi ou qui ont des affinités intellectuelles avec toi, des manières... C'est exactement ce que dit Wittgenstein au début du Tractatus. On en revient à Wittgenstein. Alors, il dit, ce livre ne sera compris que par celui qui a déjà penser des pensées semblables ou approchantes. C'est la même démarche que les démarches en art. Si tu veux, quand je sais pas, Rothko par exemple peint ses grands tableaux, vous savez, c'est des grands aplats de couleurs. Et il y a souvent des personnes qui ont des expériences mystiques face à ces tableaux. Avec Klein, par exemple. Oui, ou Klein, le bleu, où d'un seul coup, la couleur est tellement puissante que la personne tombe dans les pommes ou ce genre de choses. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ça arrive quand même à un nombre suffisant de personnes pour se dire qu'il y a quelque chose qui est partagé. Dans une petite communauté, mais qui a quelque chose qui est partagé quand même. Et il y a des gens qui sont touchés par Rothko et pas par les poèmes de Rimbaud, et inversement. Donc... Par exemple, il y a les expériences de Florence, là où il y a des Américains tellement peu habitués à être en rapport avec... C'est le syndrome de Stendhal, c'est ça ? Je crois, ouais. Ou Stendhal va dire qu'il tombe dans les pommes à force de voir tellement de beauté, ils ont tellement peu l'habitude d'être en rapport avec des choses déjà âgées. Je veux dire, l'Amérique est un pays neuf, hein. Et en plus beau qu'à un moment, ils ont Anne Rice. Quand tu lis en fait Anne Rice, il y a un avant et après sa venue en Italie. D'accord. À sa venue en Italie, elle a eu une expérience esthétique extrêmement forte, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ses livres, alors ça date quand même d'il y a quelques temps, mais au début, dans ses livres, il n'y a pas du tout de référence à ça. Et à partir du moment où elle revient en Italie, Lestat, dans ses livres, est un être en recherche esthétique. D'où les Giovanni dans Vampire. Oui, peut-être. Peut-être, écoute. C'est un peu un troll, peut-être. Je n'irai pas jusque-là. Mais donc voilà, je pense. De la mort, hein, les jeux. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas comment y arriver. Je pense que effectivement, travailler avec des gens dans lesquels tu es en confiance, fermer les yeux. J'avais un moment toute une réflexion autour d'un jeu de rôle où on jouait à des sirènes. Parce que justement, tu as ce côté océanique où tu perds la voix, où paradoxalement tu chantes, puis tu peux fermer les yeux, parler de c'est génial, tu parles de plonger. Ça, ouais. Et c'est un projet que j'ai beaucoup exploré. Je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, voilà, j'aimerais dire aux rôlistes, j'allais dire aux créateurs de jeux, mais tous les rôlistes sont des créateurs de jeux, que il y a quelque chose de très 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 beau et très très intéressant à explorer. Et quand je parle de transcendance, quand je dis que pour moi le jeu de rôle peut être éblouissant, peut changer la vie, je pense entre autres à des expériences mystiques. Enfin, j'en reparlerai. Je pense que la question du vide fertile aussi est vachement importante là-dedans. Le problème, c'est que voilà, si on commence à parler dans le vide fertile, le podcast il va durer 3 heures. Mais au moment, je pense où ça sera diffusé, j'aurais voir l'article de Frédéric Sintès qui parle de ces questions ou l'article de Vincent Baker. Et je suis en train d'écrire un. Vincent Baker. Ouais, d'accord. Je suis en train de faire un troisième article justement pour. Je crois que tu allais dire que je suis en train de faire un troll. Non, je suis en train de faire un troisième article. Ouais, désolé, j'ai tendance à chercher mes mots. Un troisième article justement sur comment créer le vide fertile dans un jeu de rôle. Je pense qu'il y a de très très belles choses qui sont encore à découvrir. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'attentes et d'exigences envers le jeu de rôle, parce que je pense qu'on n'est vraiment pas arrivé au bout de tout ce qu'on pourra explorer, qu'il y a des choses magnifiques, extraordinaires qui nous attendent et qui attendent les générations futures de rôlistes. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour ça qu'il faut continuer à chercher. Il y a un podcast qui s'appelle Les champs qu'il reste à explorer, où on en parle en long, en large et en travers. On aura encore l'occasion d'en parler. Juste un point.
et à moins que tu aies encore autre chose à ajouter, moi j'ai un truc à te dire ou à te demander. C'est une question qui va te paraître très déstabilisante. Vas-y. Prépare-toi. Je m'installe. Tout à l'heure, tu as dit que l'expérience mystique n'était pas le propre d'un domaine particulier, qu'on pouvait les éprouver. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de voie unique. Voilà. Et donc du coup, en quoi? Parce que j'ai l'impression quand même que quand tu viens faire ce podcast sur le jeu de rôle, tu dis il y a quand même un lien particulier entre le jeu de rôle et l'expérience mystique. Ouais. Ou alors non, tu dis le jeu de rôle n'est qu'un autre moyen parmi les autres de l'atteindre. Ou est-ce qu'il n'y a pas quand même pour toi... Alors évidemment c'est facile parce que moi je suis rôliste. Donc le jeu de rôle m'intéresse. C'est un truc intime. Enfin... Je pense qu'il doit y avoir des expériences mystiques en jeu vidéo. Ça c'est certain. Enfin, zone, on peut parler je pense pas, j'en suis ça. Je sais qu'il y en a, tu sais, les gens qui courent très très longtemps, qui marchent très très longtemps, les poèmes, enfin, simplement, un jeu de rôle, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore, qui doit exister, mais qu'on n'a pas encore observé. Théorisé. J'invite les gens à écouter le podcast. J'invite les gens, je fais plein de podcasts aujourd'hui. C'est magnifique. J'invite tout le monde à écouter le podcast où on parle de jeux vidéo et de la théorie du jeu vidéo et du jeu de rôle et comment elles peuvent se rejoindre, parce que justement, la théorie que veut nous présenter Stéphane dans ce podcast, eh ben, c'est justement, à mon avis, une théorie qui rejoint l'expérience mystique. L'expérience, cette fameuse, la zone. Le moment où tu joues, où tu joues tellement bien que tu as l'impression que ce n'est pas toi qui joues. Ça, c'est pas une expérience mystique dont tu ressens au sens large, mais ouais. Non, parce que les gens qui ressentent ça, ils ressentent le sentiment d'y retourner, c'est-à-dire ils veulent retourner dans cette zone, ils veulent retourner dans ce, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce qu'ils sont meilleurs avec leur Oui, et quand ils en sortent, ils ont une sensation de bien-être, etc. Ah oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il y a de compassion, mais en tout cas, une sensation de bien-être et tout, de plaisir. Il y a un plaisir. C'est le plaisir du jeu vidéo, si tu veux. C'est l'orgasme vidéo. Mais voilà, alors ça, on peut se dire que c'est une forme de méditation. Ouais. C'est pas la zone qu'il appelle, Stéphane, je ne sais plus comment il l'appelle, mais bref, le flow, je crois, un truc comme ça. Il y a un 3615 Usul là-dessus aussi. Où ils en parlent dans les LAN parties, où ils disent que le vrai plaisir de LAN party, c'est le moment où on se sent plus. Dorian en parle aussi. Donc et voilà, ça c'est des. Donc simplement en jeu de rôle, j'ai l'impression que si ça existe. Alors tu parlais d'un truc tout à l'heure. Soyons clairs, hein, je pense que n'importe quelle pratique de jeu de rôle, n'importe quel jeu pratiqué suffisamment longtemps peut mener à l'expérience mystique, pourvu qu'on la recherche suffisamment longtemps. Mais quand je dis qu'il y a des voies privilégiées, ça ne veut pas dire que toutes les voies se valent. Il y a peut-être des voies qui sont plus rapides d'accès, plus faciles d'accès pour des gens qui te ressemblent. Pour des gens qui me ressemblent, tout à fait. Ouais. Encore une fois, c'est ça en fait. Ce que tu es venu dire dans ce podcast, tu n'es pas venu dire que le jeu de rôle pouvait, plus que d'autres médiums, nous mener à l'expérience mystique, mais que pour toi, dans ton cas, vu l'expérience intellectuelle qui est la tienne, vu ton expérience, ton vécu, tu penses que pour des gens comme toi, le jeu de rôle est le média idéal pour atteindre ce type d'expérience. Absolument. Flavie, alors, tu voulais intervenir? Moi, je pense beaucoup, en vous écoutant, à des expériences que j'ai eues en jouant à Sens Néant à l'époque où on créait Sens Néant. Donc c'était il y a fort lointain, parce que c'est pas le Sens Néant. En 2003. À l'époque où on utilisait encore des dés pour jouer à Sens. Et ouais, un des 12. Un des 12. Quand on jouait à Sens Néant, c'était notamment les parties avec Cédric et Thomas, ce qui explique aussi pourquoi on est resté hyper fort, pas Yann Suni. Pas les parties avec Yann. Yann, il était trop foufou. Yann, il foutait la merde. Yann ne permet pas l'expérience mystique. Par contre, pas pour Flavie. Pas pour Flavie. Par contre, c'est vrai que... Je pense que pour Cédric, c'est l'inverse. Cédric, Thomas et moi, il y a des moments, notamment un scénar où nos personnages marchaient dans la steppe et c'est la nuit et on voit le cube arriver. Et je me souviens très bien d'un moment où on a presque tous eu d'un frisson et l'impression de visualiser la même chose. Et quand on en parle encore, Cédric, Thomas et moi, on a vraiment l'impression, l'harmonie des ombres, quoi, dans le jeu, d'avoir vécu en fait d'avoir vu la même chose, sauf que souvent en jeu de rôle,
On a l'impression qu'on vit des trucs autour de la table, mais qu'on n'a pas la même vision du truc. J'avais pas compris que j'étais de ce côté-là de la porte, ou la porte, je l'avais pas vue comme ça. Mais là, on a vraiment eu l'impression de voir la même chose. Et ce sont ces parties-là de Sens Néant, parce que ça nous est arrivé plusieurs fois à Sens Néant, qui, je pense, ont vraiment soudé notre amitié, en fait. Ah. Et à chaque fois qu'on ressortait de ce genre de truc, on avait du mal à se lâcher après. Fallait qu'on finisse en matant un film ensemble. Et je pense aussi que c'est pour ça que même si on est très différents tous les trois, on continue encore à essayer de se comprendre, alors que on a tous des visions différentes de la vie, Thomas, Ced et moi et tout, mais pourtant on a vécu ces choses-là qui font qu'on est plus ouverts tous les trois les uns envers les autres. Alors c'est vachement intéressant, ça rejoint un petit peu l'idée de communion dont on parlait tout à l'heure avec l'expérience du jeu de rôle de Jérôme. En dehors de ça, moi, il y a un truc, c'est quand on interroge quelqu'un sur ses plus beaux souvenirs. Quels sont vos plus beaux souvenirs ? Généralement, quand même, on aboutit rapidement sur des expériences mystiques. Je veux dire, oui, si tu demandes à un rôliste quels sont tes plus beaux souvenirs de JDR, par exemple, tu prends le cas de Fly, elle va te citer ça, on va aboutir à des expériences mystiques. C'est sûr. Attends, j'ai 2-3 passages dans Cthulhu qui sont pas du tout des expériences mystiques. Justement, j'aurais voulu parler de Cthulhu, moi. Ah. Mais tu vas peut-être jusqu'au bout de ce que tu voulais dire. Non, je dis que parmi ces beaux souvenirs, on aura, je pense, des expériences mystiques. Quand les gens en parlent en rigolant, évidemment, en fait, finalement, quand les gens commencent à parler en rigolant de leurs souvenirs, ils ne sont pas en train de dire quels sont tes plus beaux souvenirs, ils sont en train de dire quels sont tes souvenirs les plus drôles, les plus hilarants. Mais quand on parle de plus beaux souvenirs au sens émotionnel du terme, c'est les moments qui t'ont tiré des larmes, les moments qui t'ont vraiment transcendé, bouleversé, qui ont changé ta vie. La fin de Sens Mort, salaud. Si je te dis, voilà, quels sont les moments qui ont... Spoil pas trop, toi, Flavie. Oh, ça va, au contraire. C'est pas question de JDR, bordel. C'est de l'excellent teaser. N'importe quelle personne qui écoute ça. Si, il y a Agone, des moments dans Agone où... Bah oui. Ouais. Alors, je pense... Alors, on reprend Fabien. Le deuxième point du lien entre mystique et jeu de rôle, je pense, c'est l'appel de Cthulhu. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, le jeu de rôle qui le permettrait le mieux une expérience mystique, à mon sens, serait l'appel de Cthulhu. Je ne parle pas des parties dans lesquelles, qui peuvent être très plaisantes, dans les parties dans lesquelles on fait sauter des profonds à coups de dynamite et on bute des shogots à coups de Thompson. Vous avez fait exploser Cthulhu avec une bombe nucléaire, il revient 2 minutes après et maintenant il est radioactif. On peut jouer avec Cthulhu autrement En fait... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux spéciale dédicace pour Vincent. Il y a 2 inspirations majeures dans Cthulhu. Il y a l'inspiration H.P. Lovecraft que tout le monde connaît ou en tout cas a l'impression de connaître. Et puis il y a celui qui est dans les ombres, qui est Derleth ou Derleth, je sais pas comment on prononce, qui est un peu le type qui a permis à Lovecraft d'être connu, mais ces expansions à lui du mythe de Cthulhu touchent beaucoup plus justement à... il me semble que buter Cthulhu à cause avec un missile nucléaire, c'est une invention d'Ernest. Je sais pas si c'est... Je vais pas te dire, c'est la fin d'un... C'est dans une base... C'est dans Delta Green. Dans Delta Green. Ah, c'est dans Delta Green, d'accord, autant pour moi. Alors, c'est pas... Et qu'est-ce que ça a pu me faire rire, quoi. Mais Derleth a une vision plus métaphysique et beaucoup plus optimiste que Lovecraft, alors que dans Lovecraft, les personnages sont surtout spectateurs de ce qui se passe. Donc, alors que dans Derleth, ils peuvent vraiment agir, ils peuvent faire changer les choses. Il y avait dans la collection bouquins, vous savez, les grands bouquins blancs, les grands livres blancs, qui réunissent tout Lovecraft. Dans un de ceux-là, à un moment, ils disent que Derleth, c'est un peu le Saint Paul du... c'est au Lovecraftisme ce que Saint Paul, donc Paul de Tarse, est au christianisme. Ça lui a permis d'exister, mais en changeant ou en bouleversant quand même sacrément les bases. Jésus était plutôt justement... Pour revenir à ce qu'on disait au début, un mystique. Sa corruption l'a rendu célèbre. Et Saint Paul a réussi à à mettre les bases d'une institution. Ce qui était sans doute, si le Christ... Dans un univers un peu plus triste, malheureusement, Nietzsche et sa sœur. Hein. Ouais, en un sens. Enfin bon, ne parlons pas de ça, Fabien, parce que on va nous l'a dénaturé quand même, rappelons-le. Ah bah oui, ça y a pas de doute. Oui, la réputation. Mais je pense que Nietzsche se serait imposé sans la perversion, sans la corruption de sa sœur. Je pense que
Il existait déjà avant. Bon, j'avoue, là, c'était juste pour faire réagir Fabien. C'est ce que je vois déjà ses poils se hérisser. Je pense que vraiment Lovecraft était un mystique, au moins au sens large du terme, parce que lui, je pense pas que ses expériences mystiques l'aient rendu très heureux, puisque il avait ce sentiment du monde et non pas une compréhension. Moi, j'ai l'impression que la différence entre la mystique et la métaphysique, c'est que la métaphysique, c'est quelque chose de très intellectuel, alors que très rationnel, ouais. Avec on cherche les explications, les structures, alors que dans la mystique, c'est quelque chose que tu ressens. Il y a des jeux de langage très proches de. Et je pense que chez Lovecraft, il y avait une sensation que l'univers était absurde, était régi par des forces qui n'en ont rien à foutre de nous et qui même jouiraient de notre souffrance. Et donc, il l'a transcrit ensuite en quelque chose de. Et il y a tout un tas de scénars. J'ai beaucoup joué à Cthulhu à une époque. C'était encore le Cthulhu de Chaosium. Donc je connais mal les versions plus récentes. Et je me souviens de tout un tas de scénars. C'est les mêmes, juste avec de plus beaux dessins. Spécial dédicace à Vincent L. Là, désolidarisation de Romaric. Oh là là. Va dans le coin et mets ton bonnet d'âne. J'adore lancer des trucs comme ça. Allez, c'est parti. Je trouve que le troll, ce n'est pas une bonne chose. Bref. Ouais, des expériences où je me souviens de ma toute première partie de Cthulhu où on avait vraiment une sensation. C'est un truc qu'on n'a pas réussi tellement à refaire. On a refait des choses. Mais voilà, il y a vraiment chez Lovecraft quelque chose qui revient sur le monde. Mais à nouveau, Lovecraft est spectateur. C'est-à-dire qu'il n'agit pas. Je pense que si on veut vraiment avoir des parties de Cthulhu mystique, je n'ai pas de recette à nouveau, mais il y a quelque chose à chercher du côté de se mettre d'accord avec les joueurs que tout ce qu'il faut faire, c'est Regardez, essayer de sauver votre peau. Putain, c'est marrant ce que tu dis parce que ça va vachement avec. Finalement, moi, la campagne que j'ai préférée de Cthulhu, c'est la campagne de l'Orient Express. Et c'est une campagne où justement les joueurs sont assez spectateurs. Ils sont très dirigistes. Ouais, c'est très dirigiste. Elle est sur des rails quand même. C'est le cas de le dire. Non, tu déconnes, mais c'est vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est belle parce qu'elle est très en adéquation en fait. Finalement, les mécaniques mises en place par la campagne sont très en adéquation avec le fameux train et tout ça. Il y a plein de. Enfin, il y a quelque chose dans cette campagne. Elle est vraiment un cran au-dessus par rapport à toutes les autres campagnes de Toulouse, je trouve. Et après, j'ai pas fait les montagnes hallucinées, donc je ne m'engage pas par rapport à ça, mais je trouve parce que justement, elle est sur des rails, oui, mais dans tous les sens du terme. Et ça va dans ton sens, c'est-à-dire que c'est une campagne où on assiste à des choses, on est très dans une position contemplative. Et il paraît que les montagnes hallucinées, c'est pour ça que je disais que je l'avais pas lu, que c'est très important, sont un petit peu du même acabit. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase, notamment le début de la campagne, où on n'est pas acteur, où on est spectateur. Et bon, mais voilà, j'ai l'impression que je pense les montagnes hallucinées, il y aura quelque chose à rechercher, à faire un jeu à la Lovecraft. Où justement on serait spectateur, où il s'agirait d'arriver à comprendre. Il y a un podcast d'ailleurs sur les montagnes hallucinées. Et tu vois, quand je repense à Sphinx, je sais que Sphinx, c'est en partie une réflexion dans ce sens-là. Il faut que tu le sortes ce jeu, Fabien. Oui, j'ai une thèse à finir, excuse-moi du peu. Tu t'en fous de la thèse. Ah oui, mais bon, tu me payes, tu me payes un salaire chaque mois. Mais Sphinx, tu vas devenir milliardaire avec ce jeu, tu vois. Déjà, je vais essayer de sortir, ce sera déjà bien. Tu sors quelqu'un qui est devenu milliardaire avec. Il va vendre des milliards de signes. Ouais. Ok. Donc, pour revenir à Cthulhu et à la mystique, Sphinx, c'était voilà, je sais que je l'ai pensé avec aussi Lovecraft en tête. La différence, c'est que je pense que chez Lovecraft, le sentiment mystique est nécessairement négatif. Alors que dans Sphinx et dans Babel, le négatif existe, mais il y a aussi des expériences positives qui nous ouvrent, où on se sent meilleur, plus calme après. Ça, c'est très important. Et c'est de cette expérience-là dont tu parlais dans ce podcast. Un autre point pour aller dans ton sens par rapport à la manière, à mon avis, pourquoi est-ce qu'on parle de l'expérience mystique dans le cadre du jeu de rôle, c'est que comme tu l'as dit et défini, l'expérience mystique, c'est quelque chose d'ineffable. Or, le jeu de rôle est un jeu qui joue avec le langage. Et donc, il y a forcément, comme tu disais, la poésie, bah oui, on joue avec les mots. Et ben dans le jeu de rôle, on joue avec les mots, on est en plein dedans. Donc il y a là aussi un lien plus fort, évidemment, entre faire des expériences mystiques
autour des choses ineffables en faisant du motocross, c'est plus difficile dans la mesure où on parle pas pendant qu'on fait du motocross, même si évidemment c'est possible au sens large. Ouais. Alors attendez, Flavie d'abord, Fabien ensuite. Mais voilà, c'est normal que un jeu qui joue avec les mots et qui propose de partager quelque chose en commun avec plusieurs personnes autour de la table, c'est-à-dire qu'on cherche à échanger quelque chose d'ineffable en commun. Vous voyez ce que je veux dire ? Le contenu fictionnel malléable, c'est quelque chose de proprement ineffable et on cherche à l'exprimer avec des mots, mais on n'y arrive jamais parce que chacun pense à des choses différentes, etc. Donc il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre... je comprends qu'on puisse faire cette affinité, Fly. Juste sur la poésie et le jeu de rôle, c'est pas jouer avec des mots, c'est vouloir dire beaucoup avec peu de mots. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, mais je sais, mais très souvent... Bon, c'est parce que j'enseigne quand même pas mal la poésie et j'en ai ras le cul du on joue avec les mots parce qu'en fait c'est pas tout à fait vrai, c'est très souvent jouer avec les sonorités et mais c'est parce que les gens ne prennent pas au sérieux le mot jouer, Fly. Ça vient pas, ce qui est mauvais dans jouer avec les mots, c'est pas le fait qu'on joue avec les mots, parce que de fait dans la poésie, je regrette, on joue avec les mots et avec les sons, mais c'est le côté négatif que les gens aujourd'hui portent sur le jeu. Quand on parle de jeu de mots, on a l'impression que c'est quelque chose de... Non, le jeu de mots, pour moi, c'est tellement noble, si tu veux, le jeu, que quand je dis que dans la poésie, on joue avec les mots, pour moi, c'est justement exprimer toute la noblesse de cet art. Le jeu de mots, c'est un peu comme dire que faut mettre de la citronnelle, sinon la mystique, ça pique. Oh oui. Et qu'il faut fermer les fenêtres le soir parce que sinon la lumière attire les mystiques. Effectivement. Les mystiques, c'est bon pour la pêche. Ah ouais, d'accord. Okay. On avait toute une cargaison de jeux de mots. Finalement, vous les avez pas placés, vos... Mais non. Non, des piqûres de mystiques, tout ça. On a déjà essayé de se comprendre, c'est déjà pas mal. Oui, mais je rejoins ce que dit Fly. C'est-à-dire que la poésie... Alors, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire quand on dit jouer avec les mots. C'est pas juste de la sonorité. La poésie ne fait pas des jeux de mots. La poésie essaye d'exprimer justement quelque chose qui est de l'ordre de l'inexprimable. Et ce qui est formidable, c'est que si tu mets des gens... Ça, c'est quelque chose que n'importe qui a joué une campagne le comprend. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je pense m'être lourdement trompé à l'époque où je disais que il fallait que le jeu... que le système puisse immédiatement amener à des expériences intenses. Je pense qu'effectivement, je reconnais très volontiers l'utilité de la campagne aujourd'hui. D'ailleurs, avec le recul, juste pour fermer cette parenthèse, quand on t'écoute parler dans les podcasts de la cellule, tu dis ça, mais parallèlement, quand on faisait un one-shot avec toi, tu disais souvent « ce jeu nécessite » une expérience de son propre système. C'est-à-dire souvent, tu disais, oui, alors attendez, la première partie de Dogs, elle peut pas être tout de suite bien, il faut apprendre à jouer à Dogs. C'est ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un paradoxe, et là, finalement, tu reconnais que... volontiers que je me suis trompé, mais bon... J'assume d'avoir été là à un moment dans ma réflexion. De toute façon, vu que le podcast, c'est des discussions entre potes, moi, je ne cesse de me tromper. Le fait est normal et logique, et surtout plutôt bon signe qu'on ait changé d'avis au fur et à mesure. Oui, tout à fait. Et donc, oui, et puis je préfère m'être trompé et savoir aujourd'hui pourquoi je m'étais trompé et pourquoi les campagnes sont une bonne chose, plutôt que de ne pas y avoir réfléchi. De ne pas y avoir réfléchi, voilà, ou de penser que les campagnes sont une bonne chose, mais sans savoir pourquoi. Toujours est-il que tous les gens qui ont expérimenté qui ont eu l'expérience d'une campagne très longtemps avec un groupe savent qu'il y a un moment on va appeler ça d'osmose. Je reprends le terme parce que c'est un terme qu'utilise Frédéric Sintès dans Prosopopée. Et il dit dans Prosopopée, il y a des moments, et si un groupe joue suffisamment longtemps, au bout d'un moment, ensemble, ils sont en osmose, c'est-à-dire qu'ils sont dans une dynamique sociale qui les dépasse et dans lequel ils savent se comprendre avec une économie extraordinaire de mots. Et s'ils se mettent à parler de choses ineffables, très complexes, et ben brusquement, étonnamment, ils arrivent à immédiatement comprendre ce que les autres veulent dire. Et ça, c'est vraiment aussi un genre d'expérience, en tout cas d'expérience du langage de Babel. Je ne sais pas si c'est une expérience mystique, mais enfin, si on touche à quelque chose qui nous dépasse, qui est la table de jeu. C'est exactement, moi il me semble que ça recoupe vraiment l'expérience dont Flavie parlait dans tout à fait, voilà. C'est exact. J'y repensais parce que justement, ça parlait de ce dont parlait Fly tout à l'heure. Ouais. C'est vrai qu'on jouait depuis Rebirth, enfin Renaissance, Mort. Oui, tout à fait. Mais là c'est là que j'en appelle à nos auditeurs.
essayez de vous remémorer vos plus beaux, je vais dire vos plus beaux souvenirs. Mais sincèrement, si les auditeurs veulent souvenirs de jeux de rôle, vos meilleurs, vos plus beaux. Vos plus beaux, enfin si les auditeurs veulent nous parler d'expériences mystiques, y compris en anonyme dans les commentaires, ce serait vraiment formidable. J'apprécierais ça énormément qu'il y ait des gens qui nous disent oui, moi j'ai eu une expérience mystique, c'était comme ça, c'était avec tel jeu, c'était avec tel MJ s'il y en a eu un, c'était avec on va faire un espèce de phénoménologie de l'expérience mystique en jeu de rôle, tu vois, dire voilà comment ça s'est passé pour témoigner moi. Dans les commentaires de vos propres expériences mystiques au sens positif du terme, bien sûr. On parle pas des moments où vous avez eu très très peur parce que votre meneur de jeu s'est saisi d'un flingue pour vraiment vous menacer. Pourquoi pas? Non, mais c'est vraiment vraiment important qu'il y ait des gens qui en parlent, et je suis certain qu'il y en a plein parmi les auditeurs je suis certain que même tous les auditeurs de la cellule, ça leur est arrivé. Simplement, il faut arriver à se dire ça, c'est une expérience mystique. Tu sais, je crois, et c'est ce que disent les gens dans le jeu vidéo quand ils parlent de la zone. Je crois que les gens qu'on appelle les hardcore gamers, que ce soit dans le milieu du jeu de rôle, dans le milieu du jeu vidéo, sont des gens qui précisément ont déjà ressenti ce type d'expérience et aujourd'hui cherchent à les ressentir à nouveau. Et j'invite vraiment à écouter les gens sur le podcast sur le jeu vidéo et le jeu de rôle, parce que Stéphane en parle et justement il donne des explications à ça. On se posait la question tout à l'heure de pourquoi l'expérience mystique rentre dans le cadre de la sélection naturelle, etc. Et pourquoi on a envie de ressentir ça à nouveau. C'est peut-être finalement une motivation pour travailler, pour se dépasser, pour aller toujours plus loin. Et la vie chercherait ainsi à se développer. Et la vie trouve toujours le chemin. Exactement. Et finalement, l'expérience mystique, la vie trouve toujours le chemin. Et finalement, l'expérience mystique, c'est cette motivation à trouver le chemin pour atteindre. C'est certain que ça donne ça donne du sens sans donner un sens. Du sens, ouais. Un sens. Ce que je veux dire par là, c'est que une expérience mystique, tu peux la mettre dans un contenu chrétien, musulman, juif, bouddhiste, enfin tout ce que tu veux, ou n'importe quelle secte, mais tu peux aussi la prendre telle qu'elle est et dire simplement, t'es pas obligé de croire dans l'expérience mystique. Ça, c'est ça ce qui est formidable. Et dire simplement, elle est là, et parce qu'elle est là, elle me fait du bien, et ça donne une motivation supérieure à exister. Je trouve que c'est vraiment chouette ce que tu dis, Fabien, parce que c'est tellement d'actualité. Quand on voit des gens qui font le djihad, quand on voit des gens qui, finalement, on a un retour aujourd'hui dans notre société moderne à la spiritualité à travers certaines religions. On cherche l'expérience dont tu es en train de parler là, finalement. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces jeunes qui vont faire l'expérience Attention, du djihad? Il y a aussi des facteurs socio-économiques. Hein. Oui, des gens qui sont... c'est aussi parce que la société... On a aussi des bons Normands qui partent faire le djihad. Hein, Et puis, oui, aussi parce que je pense que la société ne propose pas une... D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es en train de dire... justement, c'est parce qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, on a poussé au loin l'idée que l'expérience mystique pourrait être quelque chose d'intéressant et de pas consacré aux zinzins, qu'on laisse aujourd'hui les zinzins tels que les djihadistes qui vont... ou les sectes. Ou les sectes, voilà, les sectes, s'emparer de ça et devenir un danger potentiel. Alors que si on acceptait la part de mystique qui est en nous, on n'aurait pas cette dérive-là, parce que ces jeunes pourraient parler à leurs parents de cela. Ils pourraient dire, mais j'ai un mal d'être, là, je sais pas pourquoi, ça fait des mois que je travaille chez Orange, que j'appelle des gens pour leur vendre des contrats pourris, que j'arnaque des grands-mères, et j'ai un mal d'être. Comment ça se fait? Enfin, tu vois, on pourrait en parler. Et je pense que de ce point de vue-là, le jeu de rôle peut être une voie superbe pour d'émancipation, d'éveil. Ouais, tout à fait. D'accord. Et voilà, et c'est pour ça que je trouve que ton message est chouette, parce qu'il est aussi extrêmement d'actualité. Quand tu dis ne pas laisser la transcendance aux religieux, finalement, tu es en train de dire ne laissez pas vos enfants, vos ados qui ont des intuitions, des expériences mystiques, qui ont des intuitions transcendantes. Parlez à vos enfants de la spiritualité, sinon quelqu'un en parlera, quelqu'un d'autre leur en parlera. Exactement. Si vous craignez ce genre de dérive, n'hésitez pas à en parler. Et justement, c'est pas être forcément un zinzin que d'être. Il ne faut pas avoir peur de cette part irrationnelle. Ouais. Ça peut être quelque chose de très très intéressant. Donc, je trouve que c'est aussi un podcast finalement qui est très d'actualité. Voilà. D'autant que du point de vue du développement, beaucoup d'enfants entre 14 et 17 ans vivent en fait une période d'angoisse du fait de l'apparition de la mort dans leur spectre de pensée. Ça apparaît aussi en CE1, d'où l'apparition d'énormes cauchemars pour beaucoup d'enfants. Et en fait, les parents cherchent trop souvent une explication du point de vue de l'angoisse scolaire ou de l'angoisse grand-mère qui est morte. Voilà. Alors qu'en fait, tout simplement, ces enfants-là sont en train de découvrir en fait le spectre de la mort dans le champ des possibles et vivent une expérience mystique terrorisante. Moi, je me reconnais exactement dans ce que dit Flavie. Je me souviens que vers 10-11 ans, j'ai réalisé que j'allais mourir, et ça m'a...
Et je m'en suis jamais relevé, quoi. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants déclenchent des phobies à ce moment-là, parce que du coup, ça justifie, en fait, ça leur donne un point de focalisation sur leur angoisse. Et alors que si, en fait, leurs parents, au lieu de leur dire, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses des cauchemars, se rendaient juste compte qu'en fait, ces enfants-là viennent de se rendre compte qu'ils pouvaient mourir. Eh ben, ils pourraient vivre ça et du coup transformer en fait ce qu'ils vivent en autre chose. Non, mais tu vois, c'est difficile de parler de la mort aux enfants, c'est difficile d'avouer. Déjà, la plupart des parents dont tu parles là, ils ne s'avouent pas eux-mêmes qu'ils vont mourir déjà. Mais ils cherchent à faire des activités pour oublier qu'ils vont mourir. Donc, c'est vachement difficile de leur demander d'en parler à leurs enfants, puisque eux-mêmes, ils ne s'en parlent pas, même entre couples. Il y a parfois... Enfin bon, bref. Mais bon, le jeu de rôle, même avec les enfants, pourrait permettre d'aborder ces questions-là, voire même les contes, mais pas les contes transformés, les contes où le petit chaperon rouge il se fait vraiment buter par le loup. Moi, j'en lis pas mal aux enfants, et c'est un moment où les enfants, ils me disent... Enfin, quoi. C'est le bouquin Psychanalyse des contes de fées de Bettelheim où il dit que les contes de Grimm, qui sont des contes extrêmement sombres, faut rappeler quand même que... Andersen, très très sombre. La petite sirène, elle se fait quand même quitter. La petite fille aux allumettes. La petite fille aux allumettes, les enfants, ils pleurent quand je la raconte, mais ensuite ils me disent merci. Parce qu'ils ont enfin quelque chose qui leur explique, qui leur permet de parler de la mort. Ou de l'éveil de la sexualité. Grimm, c'est énormément d'éveil de la sexualité. Oui, la petite sirène, elle a le sentiment qu'on lui enfonce des clous dans les pieds. Elle devient, elle souffre énormément. Et puis bon, dans Grimm, la méchante reine, c'est pas dans Blanche-Neige, la méchante reine qui est obligée de danser avec des chaussons en fer portés à blanc jusqu'à ce qu'elle en crève. Et c'est, t'as joué avec mon neveu et ma nièce à du jeu. T'as fait du. J'ai fait de l'œil noir. De l'œil noir avec mon neveu et ma nièce. Et mon neveu, 8 et 10 ans. Il a pu exprimer des choses, en fait, en jouant à ça. Depuis qu'il a fait ça, il fait plus de cauchemars, en fait. Il faisait des cauchemars récurrents sur les extraterrestres. Et là, il a pu exprimer des choses. J'ai une super campagne de l'œil noir, Fabien. Et, j'adore. Et en exprimant ça l'a détendu sur ces sujets-là, en fait. Il a exprimé des choses, je pense notamment sur la peur de voir son père mourir. Ouais. Qui lui ont fait énormément de bien. Parce qu'en fait, j'ai pris le parti, donc quand Erwan, quand je me suis dit, bon, allez, on va faire du jeu de rôle, c'était au sport d'hiver, on va faire du jeu de rôle avec les enfants. Ouais. J'ai pris le parti de faire un truc comme je le ferais aux adultes. Je me suis pas dit, je fais pour les enfants, allez, je vais. Et donc, du coup, le père du personnage de Gwendal se fait tuer devant lui quand il est gosse. Et du coup, il a pu, c'est vrai. Et c'est Gwendal qui a pris. Gwendal, en fait, il a pris la narration à ce moment-là. Ouais. Et il a expliqué comment son père était tué. Et à ce moment-là, je chantais bien. Ça y est, il exprimait des trucs. Ton neveu, c'est ça, ouais. Il exprimait des trucs qui le terrorisaient, je pense. Et depuis, alors, on va quand même dire un truc qui est que, à mon avis, commencer par lui décrire. Il a pas tout de suite pris la narration. À mon avis, que ça vous soit arrivé, c'est une excellente chose. Pour autant, je ne pense pas qu'il faille penser le jeu de rôle comme quelque chose de nécessairement thérapeutique. Non. Si ça arrive, c'est tant mieux. Ouais. Mais je pense quand même qu'il vaut mieux. Non, mais il y a de la recherche à faire quand même autour de ça. Il y a de la recherche à faire autour de ça, mais soyons prudents quand même. Je préférerais dire aller voir un thérapeute, maintenant, un de psychanalyste toute façon, ou un autre. Médium autour duquel on est à plusieurs personnes qui se parlent et qui essayent de faire quelque chose ensemble. Il y a forcément des choses comme ça qui vont arriver beaucoup plus que devant une télé où tu regardes de la télé-réalité. Je veux dire, là, on est sur quelque chose de c'est clair que logique. nécessairement, il y a de l'humain, il y a des choses comme ça qui passent derrière. Oui, tout à fait. Eh ben voilà, je pense qu'on a déjà bien fait le tour de ces questions. C'était dense. L'expérience mystique, comment de l'expérience mystique on peut effectivement passer au média jeu de rôle, comment le média jeu de rôle peut nous transmettre l'expérience mystique telle que ici nous l'a expliqué Fabien. Et en quoi le jeu de rôle est peut-être, on ne sait pas, je pense que non, mais voilà, nous, en tout cas pour nous, et il l'est, la voie royale pour atteindre l'expérience mystique. Pour nous, encore une fois, c'est notre point de vue. Pour moi, c'est pas la voie royale, c'est l'une des voies. C'est l'une des voies. Non, alors on est d'accord avec toi, Fly. Ce qu'on dit, c'est l'une des voies, mais pour nous, Fabien et pour moi, c'est évident. C'est la voie royale, mais c'est pour nous. On a conscience que c'est pour nous. Pour moi, ce serait la poésie, mais... Ah d'accord, ok. Aussi parce que la poésie, ça m'est arrivé plus souvent qu'avec le jeu de rôle. Pour moi seulement. Mais en tout cas, c'est une voie express. C'est certain que c'est une voie à explorer. Et à nouveau, s'il vous plaît, cher auditeur, chère auditrice, si tu veux nous parler de ton expérience mystique en anonyme dans les commentaires de ce podcast, ce serait vraiment, je te remercierais énormément. Et puis la prochaine fois que tu me vois, je t'offre un pot pour. Tu vas avoir pas mal
mal de peau à offrir. C'est moi, c'est moi l'anonyme numéro 451. Oh merde, ils sont tous là, j'ai plus de thunes. Tu vas en avoir plusieurs en plus. Mais ce serait vraiment quelque chose de. Donc la fontaine à bière en convention, c'est Fabien. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Ciao. Faites plein d'expériences mystiques.